radiopirate.com. OK, voilà pour l'ouverture. On va en reparler tantôt de ce qui est arrivé hier soir avec Joe Hamel pour Damn Yankees sur Radio Pirate. Est-ce qu'on parle, pour commencer, du débat d'hier? OK? Est-ce qu'on a un Damn Yankee un peu plus tard? On va avoir un Damn Yankee. C'est-tu un Damn Yankee ou un Damn Yankees? C'est Damn Yankees. Yankees, OK, Damn Yankees, c'est moi qui ne dis pas le S, je devrais dire le S. Damn Yankees. Oui, on va avoir un Damn Yankee avec un thème. OK, avec un thème. Qui sera dans le Damn Yankees? On va avoir Joe Hamel. Joe Hamel. Il avait dit que Denis allait être là. Est-ce que tu peux aviser Joe que Denis ne sera pas là? Parce que lui, il a fait un tweet pour dire que Denis allait être là. Moi, pourtant, j'y avais dit. OK. C'était soirée de débat hier. Donc, ça a commencé aux alentours de 9 heures. Il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air, mais j'ai de la misère à comprendre que des gens pensaient que Kamala Harris allait se faire piler d'en face par Donald Trump. C'est mal comprendre les débats et le genre de débat qu'on fait maintenant. Tu sais, c'est pas comme amener quelqu'un un à côté de l'autre, jaser dans un podcast pendant 2 heures de temps sans vraiment de modérateur. C'est quelque chose qui est très, très structuré, un débat. Et pour la préparation d'un débat, si vous pensez que ça prend 3 jours à préparer un débat, ben non. Les questions sont toujours les mêmes. OK? C'est toujours à peu près la même affaire. On va jaser des mêmes affaires. On savait hier que même si les sujets qui n'intéressent pas les Américains, comme l'avortement et le climate change, on savait que les modérateurs allaient amener ce sujet-là. Les Américains auraient aimé entendre parler que de 2 choses hier. OK? Ils auraient aimé entendre parler d'immigration et d'économie. Surtout les gouvernements qui dépensent avec les guerres qui montent des déficits incroyables, qui grossissent la dette à une vitesse vertigineuse, à un point que c'est dangereux en ce moment de voir la vitesse à laquelle le déficit et la dette du gouvernement américain sont un des gros problèmes. Si vous voulez vous poser la question, qu'est-ce qui est le gros problème de l'inflation, du coût de la vie? Le gouvernement doit se discipliner et il n'y a eu aucune question là-dessus. Ils étaient prêts, probablement. C'est probablement qu'ils se sont dit qu'ils vont poser des questions. Mais ils étaient prêts. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était certain que Kamala Harris n'allait pas se péter à la gueule. Et à cause de ça, les gens s'attendaient tellement à ce qu'elle soit mauvaise qu'on a l'impression que Kamala Harris, je ne parle pas des médias québécois. Les médias québécois, on vous a dit hier qu'on savait comment les médias québécois allaient interpréter ce débat-là. On savait à l'avance, hier matin, on connaissait à l'avance les manchettes, la première page du Journal de Montréal, la première page de ci, la première page, on le savait, on connaît. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que les Québécois votent bloc. C'est pas pour rien que les Québécois veulent passer de la CAQ au PQ. Avec la couverture médiatique, avec la qualité des journalistes et des chroniqueurs que nous avons, on ne peut pas être autre chose que des astis dangereux qu'un bulletin de vote. On ne peut pas être autre chose que ça. Notre couverture politique fait vraiment dur. Là. Et ces gens-là voient une victoire de Kamala Harris. Ils sont tous sur mais ils le pensent sincèrement. C'est ça qui est le plus drôle. C'est même pas arrangé que le gars des vues. Là. Ils le pensent sincèrement. C'est qu'ils ont cru pendant un temps que Kamala Harris allait être bouffée par Trump. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas dans ces détails-là qu'on doit regarder ça. C'est comment on livre la préparation. C'est elle qu'on doit regarder. Parce que la préparation, il va y avoir plein de mots, il va y avoir plein de réponses, il va y avoir des sourires, il va y avoir des moments un peu plus durs, etc. On sait exactement comment ça va se passer. Mais c'est dans la livraison. Tu sais, moi, j'ai été pendant plusieurs années patron dans des stations de radio. Et j'ai entendu, c'était surtout des filles qui faisaient ça. J'ai entendu des filles parfaites en ondes. Mais j'ai entendu des filles tellement parfaites qu'elles ne réussissaient pas à connecter avec les auditeurs. Et une fois, je suis rentré dans un studio une fin de semaine. Je suis allé le samedi après-midi. La fille était très bonne. Elle avait une voix parfaite. En plus, elle était très belle. Elle avait une voix parfaite. Elle ne faisait... C'était la livraison de ses interventions en ondes. C'était parfait. C'était parfait. Il n'y avait jamais rien qui accrochait. C'était parfait. Parce que ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend. Et
je suis venu la voir. C'était dans mes habitudes un peu, de faire des genres de petits stuns de même. Hier, je vous racontais, je sais pas pourquoi on a parlé de Babu. À un moment donné, Babu est apparu sur quelque chose. Puis, je vous ai dit, je vais toujours me rappeler quand j'ai dit à Babu, après sa première intervention à la radio à Choix, j'ai dit, où il s'appelait Danny Bernier, j'ai dit, Babu, t'as pas le plus grand talent de radio, mais si tu t'appelles Danny Bernier, ça va finir très rapidement. Si tu t'appelles Babu, ton surnom, ça se peut que tu aies une belle carrière. Et je pense que Babu a eu une excellente carrière. Mais, mais pourquoi tu avais sorti ça, Babu? Ça venait de quoi? Non, c'était son surnom. C'était son surnom. Déjà son surnom. C'était son surnom, mais lui, il ne voulait pas le prendre en ondes. OK. J'ai dit, voyons, c'est avec ça que tu vas bâtir ta personnalité, c'est avec ton surnom. Puis, et donc, je donne des stuns de même un peu. De temps en temps, c'était dit de manière humoristique. De temps en temps, c'était dit de manière un peu plus carrée. Aujourd'hui, on ne pourrait plus parler de même parce que des fois, c'était bing-bang. Mais j'étais rentré dans le studio et je suis rentré, je l'ai salué. Puis, il y avait une poubelle en dessous d'elle, ou la console. Et je me suis penché, puis j'ai sorti une tonne de papier qui était chiffonné. Puis, je suis sorti avec la poubelle. Ben, la fameuse poubelle à Jeff. C'est la poubelle à Jeff. Merci. Puis, j'ai dit... Puis, j'ai pas juste parti avec la poubelle, j'ai parti aussi avec sa tablette. Puis son crayon. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'écris plus rien. J'ai dit, j'aime mieux... Je te connais. Je sais que tu as une belle personnalité. En ce moment, j'entends une fille qui veut être parfaite. Tu l'es, mais c'est pas de même que tu vas accrocher avec le monde. C'est en étant toi-même, et ça veut dire même des fois en étant imparfaite, puis des fois, tu vas peut-être t'enfarger dans quelque chose, parce que contrairement à aujourd'hui, tout est en direct. Aujourd'hui, la radio, même que vous pensez en direct, elle n'est pas en direct. L'intervention est enregistrée quelques minutes avant. Si vous écoutez XM Sirius, toutes les interventions sont faites 5 minutes avant. Parce qu'ils veulent avoir ça le plus clean possible. Mais à l'époque, c'était pas ça. Donc, les gens, ils essayaient d'être parfaits, mais c'est pas ça que le monde voulait. Le monde voulait du monde comme eux autres. Et c'est un peu ce que... Et moi, c'est la raison pourquoi hier, Kamala Harris, pour moi, a floppé le débat. Trump a été Trump. OK, Trump a été Trump. Trump a été probablement même meilleur que dans le débat contre... Pour mettre ses points, pour passer toutes les choses qu'il voulait passer. En tout cas, probablement qu'il y en avait une couple qui a échappé à la fin en disant « Ouais, j'ai oublié celle-là, ça arrive toujours. » là. Mais je veux dire, sur sa liste, là, probablement que c'est le plus grand nombre de points qu'il a voulu passer. Il a réussi à toutes les passer hier. Donc, Trump a été Trump. Si vous avez donné, à l'époque, un score de 7,5 à Trump contre Clinton, oui. OK, vous avez un score de 7,5. Vous devez donner 8,5 pour la soirée d'hier. Si vous avez donné 8 pour Trump contre Biden il y a 2 mois, vous devez donner 9 à Trump. Parce qu'il a été encore meilleur. Vous comprenez? Il a été meilleur. Ça a été parce que là, il est de plus en plus à l'aise. Il sait qu'il arrive en terrain miné. Il sait que les modérateurs vont être contre lui, incluant même ceux qui sont à Fox News. Il savait hier que David Muir allait cracher d'en face. Hein. Il savait, là. C'est pas une surprise pour lui. Hier, une soirée 3 contre 1. C'est une disgrâce. Mais Trump le savait. Pour Trump, c'est zéro une surprise. Il savait que David Muir allait être de même. Il connaît David Muir. Moi, j'écoute David Muir, ça fait peut-être 10 ans. Je sais très bien que... Très bon, là, David Muir. Mais David Muir, c'est un full démocrate. Là. Il s'en cache pas. Là. Donc, on a eu quelqu'un hier qui posait des questions très faciles, puis qui quasiment encensait Harris dans ses questions, et fact-checkait les histoires de Trump, puis avait des questions difficiles, entre autres, amener l'avortement, alors que dans les sujets, quand on fait les sondages, les gens, c'est pas un sujet, l'avortement. C'en est un. Mais je veux dire, dans la liste, il est 12e à peu près. C'est pas un sujet. Mais pour eux autres, ça devient toujours le 2e ou le 3e sujet. Vous savez quoi? Trump le savait. Trump le savait. Et Trump s'en est très bien tiré. C'est les États qui vont s'en occuper. Je ne m'occupe pas de ça. Et il a réussi à pointer que les méga pro-choix sont devenus complètement cinglés avec les histoires d'avortement à 7 mois, 8 mois, 9 mois, puis quand le bébé est né. Si vous voulez trouver de l'information, c'est arrivé.
Même que l'État du Minnesota a décidé, après 24 enfants qui ont été tués après avoir été mis au monde, que maintenant, cette information-là n'est plus donnée dans des rapports pour pas que les médias l'aient entre les mains. Il y a une loi qui a été passée pour ça. Dégueulasse. OK? Donc, ça n'a rien à voir, là. Puis, savez-vous quoi? Moi aussi, je trouve ça dégueulasse de savoir qu'une femme qui a été violée ne pourrait pas être... elle pourrait pas être avortée. Oui, je trouve ça dégueulasse. Par contre, je trouve ça aussi dégueulasse de voir que n'importe quelle femme, incluant celle qui a eu une histoire terrible, décide d'avorter à 7 mois, 8 mois, alors que l'enfant, c'est un enfant pour vrai. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a des balises dans cette histoire-là. Ça ne peut pas être juste noir et blanc, c'est très gris. Puis vous êtes d'un côté comme de l'autre, puis c'est bien difficile de savoir qui a 100% raison d'un bord ou l'autre. Mais c'est toujours amené ce sujet. Mais Trump le savait. Trump le savait. Trump était prêt. Et ça a été un de ses meilleurs débats hier. La surprise, elle est venue de Harris. On va donner les détails tantôt. On va faire entendre dans le Damien Keys, on va faire entendre des audios, on va faire entendre les meilleurs bouts. On va y aller plus en détail. Mais moi, je vais vous donner l'aspect général de la patente. Les gens s'attendaient tellement, incluant ses fans, incluant son équipe, parce qu'ils la connaissent un peu. D'abord, elle parle comme... comment s'appelle l'actrice qui était dans la série Nanny, de Nanny? Ou encore comme la femme de O.J., pas de O.J., mais de Simpson. O.J. Simpson, c'est une autre affaire. Marge Simpson. Le genre de voix un peu... C'est fatigant. Ma blonde n'était pas capable d'écouter à cause de sa voix, à cause de son ton. La fille avait des textes appris par cœur. Ils ont tout fait pour que... Elle a eu de la misère au début. Au début, c'était difficile. Elle avait la bouche sèche. C'était très difficile pour elle. Elle a repris sur elle pendant que la soirée... C'est sûr que ça allait arriver, ça. Mais au début, c'était très difficile. Mais on a vu tout de suite que c'était toutes des patentes. Donc, elle ne répondait pas nécessairement aux questions. Elle plantait les textes qu'elle a appris, probablement pendant une semaine ou à peu près. Donc, avec son équipe de préparation. Et elle a glissé. Joe Biden n'a pas eu l'air fou au dernier. Il était bizarre, là. Mais je veux dire, il a quand même été un peu meilleur que qu'est-ce qu'on s'attendait. Le gars, c'est un mort-vivant, là. Tu sais, le gars est pas capable de chercher une bouteille d'eau dans une glacière sur le bord de la beach. Tu sais, je veux dire, le gars, c'est quand même surprenant qu'il ait été capable de s'asseoir, d'être debout pendant 2 heures et de répondre à Donald Trump. Tu sais, ça aurait pu être un plus grand carnage que ça. Mais les équipes de préparation font une préparation extraordinaire. Et Kamala Harris était bien préparée, elle avait toutes les phrases, mais est-ce qu'elle a connecté avec le monde? De dire qu'elle a gagné, OK, on va vous dire pourquoi, oui, ça se tient. C'est qu'elle a été meilleure et de loin que qu'est-ce qu'on s'attendait de elle. Parce qu'à chaque fois qu'on l'entend, tu sais, ils ont réussi à l'éloigner de la bouteille probablement pendant une couple d'heures. C'est sûr que hier soir, vers 10h30, 11h, par contre, ça devait être l'enfer. Elle a dû se laisser aller pas à peu près. Donc, hier, elle était plus straight. Donc, ils ont tout fait pour pas que... Tu sais, souvent, dans des discussions, on se rend compte qu'elle part. Donc, elle était prête. Et vu qu'elle était mieux préparée et que ça sortait plus qu'on s'attendait, eh bien là, on a comme l'impression qu'elle a gagné. Mais elle n'a pas gagné rien parce que la manière qu'elle présentait ses affaires, elle ne connectait pas avec les gens. C'était tellement appris par cœur, c'était tellement une série de mots qui enfilaient un à la suite de l'autre que tu ne retenais rien. Il n'y avait pas d'émotion dans ses affaires. Il y avait pas de... La livraison était une livraison qui était par cœur. Et ça, excusez-moi, là, pour quelqu'un qui a fait ça et qui a travaillé dans le domaine des médias avec un micro toute sa vie, là, ça marche jamais. Ça marche jamais. T'aimes mieux avoir quelqu'un qui est imparfait, quelqu'un qui trébuche un peu, quelqu'un qui fait des erreurs comme Trump sur l'histoire du chien, puis les patentes de même. Même si on sait qu'il y a des histoires en Ohio qui sont arrivées, il n'aurait pas dû amener ça. Mais, sais-tu quoi? Ça va virer comme étant une histoire drôle, finalement. Ouais. Puis, l'autre affaire, c'est que Kamala Harris... On dirait, juste une affaire, on dirait qu'elle ne porte pas le poids des 3 ans et demi démocrates. On dirait qu'elle repart un peu à 9. Ben, elle veut même pas être... Elle veut même pas être avec Biden. Elle veut pas. C'est ça. On dit qu'elle a réussi, son équipe, là,
C'est le feeling que j'ai de comme effacer le 3 ans et demi Biden. On dirait qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être un petit côté Teflon. On dirait qu'elle repart à neuf quelque chose. Puis c'est peut-être la force de son équipe là, d'avoir fait ça. Là. Non, elle veut carrément, elle veut se détacher de Joe Biden. T'sais, elle a dit à un moment donné, elle dit « Je ne suis pas Joe Biden ». C'était plus gros que « Je suis une femme, lui c'est un homme ». Là. C'est qu'elle a fait un statement en disant « Voilà. Je ne veux pas être accolé à Joe Biden ». Mais le bout le plus inquiétant pour les démocrates, moi, ce que je pense, OK, le bout le plus inquiétant pour les démocrates, c'est... D'abord, c'est leur manque... ils ont tellement de choses à régler, ils ont tellement de choses à parler que je ne sais pas pourquoi ils reviennent toujours avec les mêmes mensonges débunkés. Hier, tu sais, on me dit depuis que Donald Trump est... Parce que c'est le nouveau liner. Donald Trump, c'est un violeur. Donald Trump, c'est un criminel. Donald Trump, c'est un fraudeur. Puis en plus, c'est un menteur. OK? Tout ça peut être démoli très facilement. Probablement que Donald Trump, des fois, raconte des affaires qui peuvent être fact-checkées puis que finalement, c'est pas ça pas tout qui arrive. C'est pas le seul politicien. On pourrait faire ça avec Trudeau, on peut faire ça avec toute la gang, incluant Poilievre, incluant Duhem. On peut faire ça avec tout le monde. Là. Puis vous pouvez faire ça avec moi à longueur de journée, si vous voulez. Là. Donc ça, c'est très facile. Mais ce que j'ai remarqué hier, par contre, c'est que le king ou la king des menteurs, c'est pas Trump. C'est elle. Et ça, quand on joue à la game de la personne parfaite, puis qu'on démolit. Parce que hier, c'est drôle, hein, parce qu'à tout bout de champ, elle essayait de réunir l'Amérique. Il faut arrêter les divisions, il faut arrêter le traitage de noms, puis il faut arrêter d'amener le monde par en bas. Et finalement, c'est elle qui le faisait le plus. Donc, il y a comme quelque chose d'hypocrite derrière cette femme-là. Elle n'est pas vrai. C'est probablement le plus gros problème que les démocrates ont pour les 52 prochains jours. Ils ont quelqu'un de fake, ils ont quelqu'un de vide et ils ont quelqu'un qui est une menteuse. Charlottesville, ça a été débunké par les démocrates. Le 6 janvier, il n'est rien arrivé. Les points de Trump étaient extraordinaires. Dictateur au Day One. Dictateur. Toutes des histoires. Bloodbath. Le bloodbath, alors qu'il parlait de l'industrie automobile. Toutes ces vidéos-là ont été remises hier soir. Mais ils le savent que c'est débunké. Mais ils pensent que les gens qui écoutent sont des caves. Donc, pour des gens qui veulent que tout le monde soit bien, puis uni, puis heureux, puis etc., dans le fond d'eux, ils pensent que les indépendants, ceux qui n'ont pas fait leur choix, ou encore les républicains un peu mous, les démocrates qui ne sont pas sûrs de voter démocrate, ils pensent que ce sont tous des édentés qui n'ont pas de tête. Alors, ça, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est toutes des histoires qui ont été déjà... Et le nom, puis pas juste ça, le gun... J'ai un gun, OK? J'ai un gun. L'amènes-tu à DC? Il n'y a pas de gun à DC. Tu as un gun, mais pourtant, on a des vidéos de toi qui dit que les Américains, s'ils étaient au pouvoir, elles rachèteraient les guns des Américains. Donc, les Américains arriveraient dans un bureau du gouvernement, déposeraient leurs guns, puis en échange, le gouvernement te donne 200 piastres. Non, ça... Elle le dit, là. Sur le pétrole, le fracking. Les gens demandent c'est quoi le fracking? C'est la manière d'aller chercher le pétrole dans la roche. Extraction. Donc, l'extraction du pétrole dans la roche. Pour la Pennsylvanie, c'est très important. Il y a plein de vidéos d'elle qui nous dit « Moi, c'est sûr que je vais mettre un ban sur le fracking. » OK? On voit les vidéos, là, hier encore, quand elle a dit « Non, c'est pas moi ça. Non, au contraire. » C'est quelqu'un qui ment. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça semble toujours moins grave une femme qui ment qu'un homme. Mais ça, c'est pas pire. Ça, c'est les médias qui vont le percevoir de même ou qui vont l'épargner. Mais dans le monde, un menteur ou une menteuse, c'est des menteurs. Là. Il n'y a pas de différence de sexe entre les deux. Là. C'est des menteurs. Donc, ils ont un gros problème entre les mains. Et même s'ils trouvent qu'elle a gagné, ce qui n'est pas arrivé, là, en passant.
Je veux dire, au mieux, c'est un débat où il n'y a pas eu de perdant, puis que les intentions de vote ne changeront pas. Ça, c'est au mieux. Si on analyse en détail, qu'on va le faire un peu plus tard tantôt dans Adam Yankees, probablement qu'on va arriver à un avantage d'un bord ou de l'autre. Probablement. Mais si vous êtes proche d'un genre de match égal, vous êtes probablement pas loin de la vérité pour les gens qui l'ont écouté hier. Mais ce que vous voyez comme couverture médiatique, c'est complètement dégueulasse. Petit mot rapide. Je l'ai dit, j'en ai parlé quelques secondes. David Muir avec sa co-animatrice. David Muir, c'est le gars qui fait les nouvelles à 6 h le soir ou 6h30 le soir à ABC News, à la grandeur du pays. Grosse voix, là. David Muir, c'est le bulletin de nouvelles le plus efficace que j'ai jamais entendu de ma vie. OK? C'est un bulletin qui a une rapidité incroyable, production extraordinaire, livraison impeccable. Mais le gars est un full démocrate. OK? C'est full patch démocrate, tout le monde sait ça. Je suis juste déçu parce que même si je savais que c'est un démocrate, David Muir, c'est quelqu'un que j'admire. Je le trouve extrêmement bon. Et c'est toujours bon de voir un jeune qui est là depuis plusieurs années, puis c'est habituellement toujours des têtes blanches. J'aime David Muir. Le gars, le lecteur de nouvelles, je l'aime. Mais hier, j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça triste, la manière qu'il s'est comporté. J'ai trouvé ça triste. C'est un œil au beurre noir pour David Muir qui, jusqu'à maintenant, dans les 10 dernières années à ABC News, avait, même si on savait qu'il y avait un penchant démocrate, c'est un gars qui avait réussi à essayer de nous montrer que même s'il était démocrate, il essayait d'être le plus fair possible. Hier, il a manqué pas à peu près. Tellement décevant. L'autre était pire, l'autre était enragé. L'autre, c'était une Trump hater. Quand t'as les narines qui te montent de même, oui, quand c'est ça. Là. Puis que t'as les yeux qui... Ça, là, c'est parce que t'es sur le bord de elle a péter... le syndrome. Là, oui, t'es sur le bord de péter un plomb. T'es sur le bord de péter un câble. Et by the way, elle a disparu pendant 30 minutes. Elle a disparu pendant 30 minutes. Pourquoi? Hein? On ne sait pas trop. Peut-être qu'il est parti à la chambre de bain. Il était à la toilette. Il est arrivé quelque chose. Ça y brossait dans le ventre. Ça y brossait dans le ventre. Ben oui, regarde. Mais c'est ça. Donc, tout ce que vous lisez, c'est sérieusement assez pathétique. Ça en dit... Tu sais, vous demandez pourquoi les sondages mettent 80-20 à Harris, alors que ça ne peut pas être ça. Tu veux dire, ça ne peut pas être ça. C'est le communisme, le marxisme contre les valeurs traditionnelles des États-Unis pour l'économie, pour la politique, pour l'immigration. C'est un gros changement. C'est une marxiste, ça, là. Donc, nous, on n'est pas marxistes en passant, là. En tout cas, je ne pense pas que les Québécois sont marxistes. Je vous regarde aller, je ne pense pas que vous êtes marxistes. Mais la raison pourquoi c'est 80-20, c'est parce qu'on a cette couverture par nos médias qui sont des médias... C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Ils se prennent pour d'autres. Ils ont la tête enflée. Ils semblent connaître la vérité. Mais quand tu regardes ça, c'est de la médiocrité comme on n'en a jamais vu. Ça boule. Même, on a vu des postes de TV dans des pays bizarres où ce que tu dis, tabarnache, ça vole pas haut. Mais c'est encore plus bas que ça. C'est incroyable. Pas capable de trouver une personne qui va dire des bonnes affaires ou faire un texte pro-Trump en disant « voici les bons points, voici... » Rien. Non, c'était mur à mur. Prévisible à mort, mais malheureusement pour notre démocratie, ce que vous voyez sur la couverture de Kamala Harris et de Trump hier, ce qu'on voit du Québec, c'est ce qui nous a amené vers la médiocrité dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on on va élire toujours des politiciens qui sont des politiciens tout croche, désorganisés, qui nous volent, puis qui ne sont pas en train d'améliorer notre vie, ils sont en train de l'empirer à chaque jour. Parce que les gens qui décident de l'élection, parce que dans la démocratie, il y a des gens qui décident qui gagnent. Et les gens qui décident prennent toujours la même gang de politiciens véreux qu'il y a d'un côté, la gang de gauchistes, nationalistes, très étatiques. C'est comme ça qu'ils le voient. Puis c'est comme ça qu'ils l'expriment. Et ça donne dans les démocraties ce qu'on a. Donc, c'est pour ça que vous voyez des gens que vous aimez, qui ont un F-150, qui ont une fifth wheel, qui ont un side-by-side, qui ont une moto à gaz, qui ont un bateau, et ils vous disent qu'ils vont voter pour Yves-François Blanchette, qui en ce moment fait un tour de coffre de char en Alberta, parce que c'est lui qui détient le pouvoir entre ses mains avec le retrait du NPD, et que les Albertains disent que à côté de Greenpeace, à côté de Guilbeault, le ministre de l'Environnement, à côté de Singh, le plus extrémiste de la gang, c'est Yves-François Blanchette. Parce que Yves-François Blanchette veut couper la production de pétrole au Canada
Et Yves-François Blanchette veut que les institutions qui mettent de l'argent dans les compagnies pétrolières retirent leur argent immédiatement. Tous les fonds de pension reliés à l'État, les fonds de pension reliés au syndicat des professeurs, etc., etc. Le gars est un green... Je ne sais pas si dans la vraie vie, il l'est pour vrai, mais dans ses discours publics, c'est un méga green extrémiste. Là. Et les Québécois vont voter pour lui. Là. Et les Québécois vont voter pour PSPP. Et les Québécois vont revoter pour Valérie Plante. Et ils vont revoter pour Bruno Marchand. Puis ils vont revoter pour toutes les autres maires QS qu'il y a à travers le Québec. Une des grosses raisons, oui, on est un peu tarlats. Mais une des raisons pourquoi, c'est parce que des tarlats, c'est facile à manipuler avec des médias qui sont 100% d'un bord. Et c'est exactement ce que vous voyez hier. Et ça, si vous me dites, ça prend de l'argent et des subventions pour sauver les médias parce que les médias, ce sont les remparts de la démocratie, bien, Chris, ils ne méritent pas une scène. Parce que ces gens-là ne sont pas les remparts de la démocratie. Au contraire, ce sont les gens qui pognassent la démocratie. Ce sont les gens qui contrôlent la démocratie. Ce sont des gens qui vous mentent en plein... C'est pas arrivé hier. C'est pas vrai que Kamala Harris a torché Trump. C'est zéro vrai. Au mieux, elle a annulé. Et je me rends peut-être... On verra dans Damien Keys tantôt, mais il est bien possible que je me rende pas là tantôt, là. Au mieux, c'est ce qui est arrivé parce qu'on s'attendait à une catastrophe de sa part. Et vu qu'ils l'ont tenu probablement pas trop chaude puis pas trop saoule pendant une semaine, elle a réussi à prendre ses textes par cœur. Au mieux, elle n'a pas eu l'air folle. Mais elle n'a rien gagné, là. Elle n'a absolument rien gagné. Prochain sondage, que ça va paraître? Parce que là, elle avait perdu un peu, là. Elle était en chute libre. Bon. Ben là, la chute va s'arrêter. La chute va s'arrêter. Est-ce qu'il y aura un petit gain? Probablement. Probablement qu'elle va remonter un peu. Parce qu'après la convention, elle avait fait un bon bout, là. Elle avait monté pendant la convention. Selon les sondages. Ouais, mais c'est avant la convention ou après la convention? C'est pas mal c'est pas mal la semaine de la convention que ça a commencé à débouler. OK. Quand on regarde les... tu sais, je l'ai, là, je te l'ai montré hier, le graphique, je l'ai en photo, là. Quand tu regardes la date, c'est vraiment la date de la convention. Okay. La convention n'a pas donné... Habituellement, une convention comme ça, là, avec la couverture qu'ils ont eue, très positive. Ça donne un push. Ça donne un push. Oh, Ils n'ont pas eu, ce push-là. Oui. Le push est arrivé ça, je me demandais avant si c'était la avant. convention. Oui, c'est ça, c'était avant. Ouais. Donc, mais tu sais, j'écoutais hier des Américains dans des genres de town hall, là, avec des postes de TV, puis il y a quelqu'un qui a dit, à un moment donné, elle a dit, moi, là, elle dit, je vote pas pour quelqu'un que j'aime ou j'aime pas. Elle dit, ma réflexion, c'est pas ça. Ma réflexion, c'est que je regarde mon budget, puis je regarde la vie alentour de moi, puis j'essaie de faire le choix dans ce que je pense qui va être le meilleur pour moi. Hey, bienvenue sur Radio Pirate, les amis. Bon milieu de semaine. Jerry t'est salué, Mr. White est salué. Joe Hamel est stand-by pour un genre de Damn Yankees spécial, parce qu'on va parler beaucoup du débat avec Joe. Denis Labelle devait se joindre à nous, mais problème d'horaire. Donc, on peut peut-être reparler à Denis à un autre moment. Donc, on va parler de débat dans les prochains instants. On aura également la boîte à Jerry. On a peut-être une poubelle. Je n'ai pas regardé encore avec Mr. White qu'est-ce qui s'en vient. Une boîte boursicotage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est le boursicotage. C'est le boursicotage. Oui, monsieur. Et des fois, le mercredi, en plus, après la production du show, on fait un genre de petit cheat day avec des petites cochonneries. C'est notre journée de cochonneries. But who knows? Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Damn Yankees podcast, Radio Pirate, yeah. Damn Yankees podcast, Radio Pirate, yeah. Jour pour le Damn Yankees avec Jerry. 23 ans aujourd'hui quand même, le 11 septembre. On a l'impression que c'est hier. C'est incroyable. Hein? Ça donne un coup de vieux. 23 ans. C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. 23 ans. Hey, qu'est-ce que tu retiens de... C'est quoi ton...
Si je te demande ton premier liner que tu as, mettons que tu aurais une première page du New York Post à faire ou du Journal de Montréal, quel serait ton liner sur le débat d'hier? Ben, je pense que c'est cliché, là, mais je pense que c'est un stalemate parce que, premièrement, les républicains et beaucoup de pundits avaient spiné que Kamala était idiote puis qu'elle allait s'effondrer devant Trump. C'est une stratégie risquée parce que c'est pas arrivé. Je pense que c'est clairement pas effondré devant Trump. Je pense qu'elle était même assez solide, mais Trump aussi, en fait. Je pense que... non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le meilleur débat que Trump a fait à date. En général, il est beaucoup plus posé et contrôlant et contrôlé pardon, sur son non-verbal. Je ne sais pas si... Rappelez-vous, en 2016, le gars se promenait partout, il respirait dans le micro. Il y avait... On sentait qu'il était impatient. Le Trump de 2024, oui, là, j'entends les critiques partout. Ouais, mais là, il tombe dans tous les pièges de Kamala, qui l'attaque sur son ego. Trump a toujours été comme ça. Là. Il part des fois sur des rants qui n'ont pas rapport en plein milieu d'un statement qui est important là, au niveau politique. Il va donner des détails anecdotiques, là. Mais en général, puis l'avantage aussi, c'est qu'il y a eu un mandat Trump. Il a été président. Les gens oublient ça. Il a été président, puis les gens étaient overall en meilleure position qu'ils l'étaient à la fin du premier mandat Biden-Harris. Donc, la lecture que je vois, moi, ce que je lis actuellement dans les médias, puis je vois beaucoup de monde de la droite qui sont comme découragés. Trump n'a pas passé le test. Je comprends pas vraiment cette analyse-là, honnêtement. Moi, je trouvais qu'il a été relativement bon. Puis Kamala aussi, honnêtement, elle s'est pas vraiment plantée. Beaucoup plus, au niveau du non-verbal, Kamala est beaucoup plus... en fait, on voit qu'il y a une espèce de condescendance. Là, c'est visible dans son regard quand on a vers Trump. Tu sais, Trump ne le regarde pas vraiment. Il ne bouge pas. Il regarde droit devant quand il parle. C'est moins évident, disons, qu'elle. Puis qu'elle a fait des... C'est plus elle, en fait, qui faisait des faces quand Trump parlait que l'inverse. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des points... bon, on peut commencer par comment ça s'est passé la soirée. Tu sais, j'expliquais tantôt dans un autre podcast que... pour moi, la surprise, c'est que... c'est pas une surprise. C'est que ces gens-là sont bien préparés. Ils savent exactement... Ils n'ont pas besoin d'avoir les questions des modérateurs. Ils connaissent les questions. Ils savent que même si c'est le 17e sujet en importance chez les Américains, l'avortement va arriver dans la deuxième, troisième question. Ils savent à peu près tout, donc ils préparent. Dans le cas de Harris, j'avais l'impression que c'était vraiment quelqu'un qui a appris de ses affaires par cœur et ça manquait un peu de vrai, ça manquait un peu de connexion avec le monde. C'était quelque chose comme on faisait à l'école devant la classe, que c'était, le débit était un peu trop vite, ça manquait d'une vraie présence. Trump a été meilleur, mais il a été Trump quand même. Il a été meilleur que contre Biden, il a été meilleur que contre Clinton. Mais je veux dire, les choses que j'ai retenues, c'est qu'on avait l'impression que Trump était le cool des deux, dans le sens que elle revenait souvent avec je veux unir les États-Unis, je veux arrêter la division, je veux qu'on arrête de se traiter de nom, etc., etc. Mais c'est un peu ce qu'elle a fait tout le long. Donc, ce que tu viens de dire, que dans sa mimique, quand elle ne parlait pas, puis que c'était Trump qui parlait, on avait l'impression que, contrairement à ce qu'il racontait, que Trump n'a pas vraiment d'émotion envers elle. Tu sais, il va dire à un moment donné qu'elle n'est pas bonne, etc., etc. La réalité, c'est qu'il s'en crisse. Mais elle le déteste pour vrai. Et elle le déteste tellement que finalement, elle n'est pas capable de faire ce qu'elle dit, c'est-à-dire de dire on va travailler tout ensemble, on va se réunir. Moi, c'est le point qui m'a marqué le plus de voir que finalement, dans les deux, la plus aigrie, ça avait l'air elle. Absolument. Puis dans le fond, c'est ça. Je pense que ça a renforcé peut-être sa base. Tu sais, elle convainc personne, je pense, là, Kamala, là, avec ce débat-là. À l'inverse, je pense que Trump, peut-être, comment je te dirais, solidifie. En fait, les gens voient qu'il est plus solide qu'avant, là, dans un sens là, purement, comme je te dirais, pas dire théâtral, mais dans le delivery des arguments en général. Puis sur l'aspect, on reviendra tantôt, mais sur l'aspect de commandant en chef des forces armées, Trump a été de loin le plus convaincant hier là, sur notamment la guerre en Ukraine, les enjeux de sécurité, etc. Mais là-dessus, c'est bon. Puis un des points, des liners importants là-dessus, c'est quand le modérateur a dit, vous avez dit que Mme Harris n'était pas noire. Il dit je m'en fous à beau dire ce qu'elle veut. C'est factuel qu'elle a dit qu'elle n'était pas noire avant, puis
puis qu'elle a dit qu'elle l'était après, puis qu'elle change son accent quand elle se promène d'un État à l'autre. Là. Mais il dit, au Ouais. final, don't give a shit. Puis quand il dit, tu sens que c'est authentique. Quand il fait des affaires de même, tu sens qu'il répond de manière authentique. Puis ça, je pense que... Puis tu sais, tu vois, il y a quand même il a fait une tournée de podcast. Ça. Fait que ça, je pense que ça, le papy Trump, un peu, ben pas dire nonchalant, mais tu sais, he doesn't care about details, ces petits détails-là, je pense que ça a quand même bien sorti. Là. Qu'est-ce que tu retiens comme... Parce que, bon, je viens de parler des modérateurs. David Muir, le gars des nouvelles, avec l'assistante qui avait à côté, qui a disparu pendant presque 30 minutes à un moment donné. David Muir, bon, c'est un super anchor de nouvelles. C'est un gars qui a un penchant démocrate pour les gens qui écoutent ABC News de temps en temps, c'est assez clair. Mais je veux dire, c'est un professionnel. Mais là, il y a eu de la misère un peu. Moi, je trouve qu'il y a eu de la misère dans le choix. Oui, le fact-checking, oui, les questions étaient plus rough envers Trump qu'envers Harris. Mais je veux dire, c'est surtout les sujets qui m'ont un peu déçu dans cette soirée-là. On n'a pas parlé autant d'économie. Je pense que les sujets que les Américains veulent entendre parler, c'est vraiment beaucoup l'immigration et l'économie. L'inflation, les dépenses du gouvernement qui créent l'inflation, l'endettement, etc., etc. On vient trop souvent sur l'histoire d'avortement qui est... Même chose pour les changements climatiques. Quand je regarde dans la liste, c'est très, très loin dans la priorité des Américains. Mais les gros sujets n'ont pas été abordés. Ça, j'ai trouvé ça décevant parce que je sais que c'est là-dedans où Trump performe le mieux. Ouais, puis sur les modérateurs, il va toujours avoir... Je pense pas que ça a été aussi déterminant que ce que tout le monde, le spin de tout le monde. Là, c'était 3 contre 1, tout ça. En fait, Trump a eu toujours pas mal l'opportunité, puis il le fait presque à chaque fois. Là. Il y a vraiment, moi, je trouve qu'il y avait des bons réflexes de debater. Là. Il y avait une bonne instinct de répondre, de rectifier. Puis à chaque fois, il faut le donner. Les modérateurs n'ont pas coupé. Là. Ils l'ont toujours laissé 1 minute ou presque là, après qu'il demandait, il levait la main, tout ça. Puis c'était beaucoup plus ordonné que ça l'a été dans le passé. Ce que tu dis sur l'avortement, premièrement, Trump là, a 100% raison sur Roe v. Wade. Là. C'est la position constitutionnellement valide, validée par la Cour suprême, de retourner ça dans les États. Puis il l'a dit, il y a des États plus libéraux qui vont l'autoriser de manière encore plus libérale. Il y a des États qui vont voter autrement. C'est comme ça que l'Union a été fondée. Là. C'est sur ces prémices-là que l'Union a été fondée. Puis il a totalement raison là-dessus. Le piège de cet enjeu-là, c'est je pense que ça convainc personne. Il n'y a personne que c'est un... Ben oui, c'est peut-être un ballot question pour du monde qui sont soit déjà républicains ou démocrates. C'est pas un swing issues, cette affaire-là. Ça, tu as totalement raison. Les swing issues, c'est la situation d'incertitude géopolitique dans le monde. La frontière, là, c'est nous, je veux dire, c'est même ici, c'est rendu un enjeu. C'est un enjeu en Occident. Puis l'économie en général, l'inflation, tout ça. Trump, malgré tous les dérapages, a passé des messages très clairs sur il va y avoir des tax cuts, je vais fermer la frontière, puis la guerre en Ukraine va se terminer avant même que je sois inauguré en janvier, quand je vais être president-elect. C'est ça le message qui a passé. Oui, mais c'est ça, exact. Regarde, moi, je pense que, comme je disais tantôt, comme tu l'as dit, écoute, de penser que Kamala Harris n'aurait pas été capable de faire un débat, c'était de rêver en couleur. Là, je veux dire, ces gens-là les préparent. Puis professionnels, là, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. C'est des gens dans le public. Là, voyons. Ben oui, ils sont capables de débiter un paquet de mots puis de remplir 2 heures sans problème. Mais je veux dire, les liners de Trump sur les sujets que tu viens de nommer, les sujets importants sur... Tout ce qui a passé sur Poutine, sur tout ce qui est relié à la guerre, Israël, etc., etc., moi, je trouve qu'il y a vraiment... C'est un de ses meilleurs débats. C'est son meilleur débat. Parce qu'avant, il était un peu perdu. Il essayait trop de passer de stock qui n'avait pas rapport. Là, il était vraiment on target. Puis je comprends que les gens sont comme contents de voir que Kamala n'a pas foiré comme elle devait foirer. Donc, à cause de ça, elle gagne. Vu qu'il s'attendait à très, très peu d'elle, ils la font gagner parce qu'elle n'a pas eu l'air folle. Mais la réalité dans le quotidien, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Kamala Harris a gagné », mais dans 2 jours, 3 jours, les choses qui vont se rappeler, c'est les liners de Trump. Parce qu'il a vraiment été efficace, entre autres sur toutes les histoires. Moi, quand j'ai trouvé, il y a eu des statements incroyables. Quand il a parlé de l'Afghanistan, quand il a essayé de le piéger sur les talibans, puis qu'il a parlé du leader taliban qui a envoyé la photo de sa maison. La photo de sa maison. C'était drôle dans tabarnache. Excuse-moi, ça c'était vraiment... En fait, je pense que c'est le genre de commander-in-chief.
sais, Trump, il projette quand même une image de confiance, puis le gars, il est un peu psycho. Tu sais, il est un peu psycho dans le sens qu'il n'a pas peur de confronter mettons, des talibans de même. Puis je pense que les Américains, premièrement, pour les Américains, le seul pays qui a de l'importance au monde, c'est les États-Unis. Donc, que Trump ait cette attitude-là d'être genre commander-in-chief de l'univers, en fait, c'est totalement arrimé avec la plupart des Américains, sauf peut-être une partie des démocrates. Là. C'est ça que les gens oublient. Et Trump a livré quelques répliques que moi, je me suis dit, il faudrait qu'il dise ça. Notamment quand il a commencé à l'attaquer sur « Ouais, mais là, il y a telle personne qui était dans votre administration qui ont écrit des livres. » Il dit « Ouais, c'est du monde que j'ai congédié. » Ça, c'est du monde que j'ai congédié, puis là, ils écrivent des livres maintenant. Là. Ça, c'est un maudit bon liner. Puis vous autres, vous en congédiez 0, puis ils sont pas bons. Exact, puis ils écrivent pas de livres. Exact. Ça, c'est un excellent liner. Mais sur la géopolitique, puis sur la situation sécuritaire en Europe et en Ukraine notamment, je pense que sa meilleure ligne, c'est là qui a été plus convaincant, c'est de dire, si j'avais été président, jamais que Poutine aurait été... Elle a dit, si avait été président... Poutine serait rendu à Kiev aujourd'hui. Non, il dit Poutine aurait resté à Moscou puis il n'aurait pas perdu 300-400 000 troupes. Il serait en bien meilleure position. Tout le monde serait en meilleure position, dans le fond. Parce que c'est ça, je pense, la position fondamentale de Trump, c'est de tenter de dealer pour éviter une guerre. Puis il a dit quelque chose de capital que, en fait, Trump a vraiment été l'adulte dans la pièce là, de la discussion géopolitique mondiale de dire « Hey guys, je vais vous rappeler quelque chose, là. Poutine, il a l'arme nucléaire. Puis si vous continuez de pousser la ligne, de fournir des armes pour attaquer deeper into Russia, ou de doubler la mise, il a l'arme nucléaire. Puis si pour rentrer en Russie, il va l'utiliser. Puis ça va être la Troisième Guerre mondiale. Il a raison là-dessus. Très raison. Est-ce que généralement... Tu sais, il y a deux choses que je vais... Tu sais, on vient de parler d'Harris. Harris, finalement, en débat, bien préparé. Les débats, c'est très prévisible. On les connaît, les questions. Donc, bien préparé, c'est facile de se préparer. C'est pas des films si spécialisés. On t'a juste écouté 3, 4, 5 derniers débats, puis tu sais exactement où ça va aller dans les questions et tout. Donc, elle a bien fait là-dessus. Mais il y a une place où je trouve que ça a été... On a réussi à établir deux affaires dans les derniers mois. Depuis que Biden n'est plus là, le vieux, c'est devenu Trump. OK, le vieux, il est-tu sénile? Toutes les questions qu'on ne posait pas sur Biden sont arrivées sur Trump 24 heures après que Biden soit parti. Moi, j'ai trouvé très alerte hier. Et après ça, l'autre liner, c'était que Trump, au-delà de c'est un violeur, c'est un crosseur, c'est un fraudeur, etc., on avait réussi à coller l'étiquette de menteur. Et hier, excuse-moi, là, j'imagine que Trump va être fact-checké sur un paquet d'affaires, mais en tout cas, moi, je fais attention des fois sur Trump. Là. Sauf que hier, la personne qui avait l'air la plus menteuse des deux, c'est Harris, avec toutes les liners qu'elle a sortis sur l'histoire de Charlottesville, la patente du Bladbot. Project 2025. Project 2025. Ensuite, son histoire de gun, son histoire de fracking, son histoire... Alors que là, toutes les vidéos apparaissaient un après l'autre sur X où on voyait ou qu'elle disait le contraire dans d'autres rassemblements. Moi, j'ai trouvé que ça, c'est dangereux pour elle. Puis je comprends que tous les politiciens mentent un peu, là. Je veux dire, c'est d'un bord et de l'autre. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends pas qu'ils double down sur des affaires. C'est ça me fascine que c'est des trucs qui ont été complètement débunk. On dirait que le monde ne font pas de suivi. OK, guys, c'est plus dans l'équation, ça, là. Ça a été... utilisez plus cet argument-là. Mais moi, je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils le savent. Oui, ils savent. Je pense qu'ils le savent. Puis, ils perpétuent... Ils savent que ça perpétue une image de Trump qui... Mais en même temps, ça convainc qui? C'est ça, encore une fois, l'objectif de Kamala, c'est d'avoir l'air moins radical, d'avoir l'air plus centriste, d'avoir l'air plus commander-in-chiefable, si on veut. Puis, je pense pas que cet objectif-là est atteint, là. C'est quand même eux les incumbents. Là. C'est eux les incumbents, puis les gens sont en moins bonne position qu'ils l'étaient à la sortie du mandat de Trump. Puis beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Elle a eu un bon statement de conclusion, en général. Trump, il n'y a pas... Ce que j'aurais aimé de Trump, c'est qu'il y ait un peu un message à la Morning America de Reagan. Reagan a été capable de faire rêver l'Amérique qui allait revenir. Trump a juste mis en garde contre une réélection de ce régime-là. C'est légitime, tout ça, mais il faut que tu sois capable de faire rêver. Oui, je comprends. Tu sois capable de faire rêver l'Amérique. Oui, ça, je pense pas qu'il a réussi à faire ça. J'ai trouvé que sa conclusion, le début était écœurant.
le début de dire, puis ça, ben, c'est quelque chose que nous, on le dit souvent, puis d'autres le disent, mais de l'avoir dit, puis de regarder à la caméra, dire pourquoi elle ne l'a pas, tout ce qu'elle vous promet, pourquoi elle ne l'a pas fait pendant 3 ans et demi. Puis tu as remarqué que Kamala essaie de se distancer. Oui, elle a de commencé Joe Elle Biden. dit, You're running against me, not Joe Biden. Ouais. C'est I'm not Joe Biden. Voilà. Tu sais, elle le dit au niveau physique, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'est la deuxième partie, une fois que tu as étiqueté la fille comme étant la continuité à une économie avec des prix qui montent, etc., des guerres, tout ce que tu veux, puis des migrations qui rentrent à pocheter, tu as réussi à cette ligne. Là, après ça, vend du rêve. Et je dirais, c'est la dernière minute et demie, au lieu d'attaquer cette administration-là, il aurait dû vendre du rêve. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce qu'il faut que tu fasses rêver à un moment donné. Là. Un autre excellent liner où je pense que Trump a vraiment excellé, c'est quand il a attaqué en disant, ben regardez, elle a été installée là suite au débat désastreux que l'autre a eu. L'autre a eu 14 millions de votes, elle en a eu 0. Puis vous parlez que j'hijack la démocratie. Maintenant, il y a eu un segment très solide là-dessus, là, sur « Ah oui, vous nous faites la leçon sur la démocratie, puis que je vais être un dictateur, mais vous avez installé la candidate là par... Ça a été géré par des high-level Democrat operatives. Là. C'est pas le choix des démocrates, ça, là, des membres démocrates. Là. Non, c'est un coup. Là. C'est un coup. Même Exact, c'est à ce moment-là que je pensais que Joe Biden allait rentrer sur scène. J'étais certain j'étais certain qu'à un moment donné, le rideau en arrière allait s'ouvrir et que Joe allait arriver avec sa canne. Fait que finalement, il n'y aura pas aux Dolphins en Challenger, hein, que je t'avais promis, s'il sortait au débat, là, à la convention. Non, ça n'arrivera pas. Hey, je veux te faire entendre. Je sais qu'il y a eu des temps nord un peu partout. Puis on pourrait faire entendre des pro-Harris puis des gens qui n'aiment pas Trump. Là. Mais j'ai trouvé que la pro-Trump qui a... J'ai trouvé son explication bonne. OK? On va l'écouter. What did you see that brought you to a conclusion? I think it's important to remember that we are voting for the leader of our country and not who we like the most or who we want in our wedding party, but who is actually going to make our country better. And we're in an incredibly unique situation where we've had both of the candidates in office before, and we've gotten to see what they would do. And when facts come to facts, my life was better when Trump was in office. The economy was higher, inflation was lower, things were better overall. And now with Kamala's administration, things haven't been so fantastic. And she's saying she can fix the problems that her administration has caused, but I just don't know if I can afford to take that risk. Donc ça, c'est la CNN hier. Je comprends que, regarde, on peut trouver aussi l'autre gang, mais j'ai trouvé que son explication, l'image qu'elle fait, tous les points sont cochés. Est-ce que hier, dans le débat, Trump qui a gagné ça, donc qui a à se battre contre l'establishment, contre les médias, etc. Est-ce que, mettons que quelqu'un est... elle, je ne sais pas si elle était partisane avant, là, mais mettons que quelqu'un est indépendant ou je ne sais pas trop pour qui voter. Est-ce qu'il a réussi à gagner ce qu'elle vient de dire? C'est-à-dire que, regarde, vous avez à choisir entre les deux administrations. J'étais là, ils ont été là. Vous étiez pas mal mieux avant que ce que vous avez en ce moment. Est-ce que ça, tu penses qu'il l'a gagné? Parce que dans le fond, là, la popularité de la soirée en tant que telle, on s'en fout. C'est comment on convainc les gens d'aller voter? C'est ça qui prime. Ben exact. Puis dans l'isoloir, les gens sont seuls, puis ils votent avec leur conscience sur le leader qu'ils voient dans l'avenir. C'est sûr que ça a toujours été, la politique moderne est un concours de popularité, puis c'est un peu du show business, là. Mais elle a raison sur un point, c'est que on a eu un mandat de Trump qui a été, puis tout ce que les médias nous annonçaient, il n'y a rien qui est arrivé, il n'y a pas eu de guerre, au contraire, il y a eu des ententes, il y a eu des ouvertures, Israël était plus proche des pays du Moyen-Orient. Donc, tu sais, la dame a raison là-dessus, l'économie s'est relativement bien comportée, et Trump fait un paquet d'erreurs, et il y a un paquet de politiques qui sont dommageables. Toute l'histoire des tarifs, c'est une pure folie, là. Je veux dire, ça, c'est une pure folie qui va appauvrir les Américains, donc, tu sais, faut être honnête là-dessus, mais effectivement, je pense qu'elle a raison sur, si tu regardes, parce que le gars est clairement, il échappe des fois, mais en général, je pense qu'il est plus stable qu'avant. Il est plus, puis en tant que potentiel commander-in-chief qui reviendra en poste, dans un monde qui est incertain avec, tu sais, la Chine, la Russie avec l'Europe de l'Est, il y a d'autres fronts, tu sais, il y a encore le Moyen-Orient, Israël, Palestine.
je pense que Trump est beaucoup plus crédible sur ces enjeux-là. Puis comme j'ai dit tantôt, les gens vont préférer un psycho qui n'a pas peur d'aller serrer la main d'un dictateur pour stopper une guerre que des espèces de fonctionnaires de gens qui font des déclarations puis qui sont prêts à engager des troupes et risquer genre des guerres, une guerre nucléaire là, pour juste genre perpétuer un narratif parce qu'ils n'aiment pas Poutine, là, tu sais. Fait que je pense que la dame semble, tu sais, ça semble. Écoute, on la connaît pas, c'est une genre une républicaine convaincue ou son statement me semblait relativement modéré. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont comme ça en passant, là. Et vous oubliez ça, j'ai plein de monde qui m'écrivent là, aujourd'hui, du monde, tu sais, qui travaille dans les communications, tout ça. Ouais, mais là, Trump a tombé dans tous les pièges. Puis... Non, c'est parce que, premièrement, Trump, il s'adresse pas à vous autres, là. Il s'adresse pas à vous autres. Ouais, mais ça, c'est des gens qui aux Américains. Il s'adresse aux Américains qui ont des considérations différentes de leur place dans le monde et de comment leur pays est perçu, puis de comment le leader doit être perçu également. C'est ça que vous oubliez. Je connais pas tes amis qui t'écrivent, là, mais ça, c'est des gens qui entendent des affaires quelque part et qui répètent ce qu'ils ont entendu. Ça c'est... on entend toujours... on l'entend ça. Ah, il répond pas aux questions. Mais là, c'est quoi? Vous êtes des enfants, là? Comment de fois vous l'expliquez, ça? Les questions, c'est oui, ça met la table, mais dès que tu as le micro, tu passes des messages. Tu reviens sur la question, tu reviens sur le point avant que tu n'as pas eu le temps de finir pour passer un message. Mais c'était ça pour Harris aussi, là. Ben, exactement. Je veux dire, c'est quoi, là? Faut toujours expliquer ça comme genre si vous étiez des enfants d'école. Ouais. Mais justement, tu parles des questions. Il y a une gauchiste verdoyante de la presse, là, une dénommée Perrault. Elle est bien déçue parce que les commentateurs ils ont amené des questions sur l'environnement. Puis Trump et Harris, ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont comme dévié la question sur l'économie. Oui, mais c'est le 17e sujet dans la liste des sujets. C'est ça. Mais elle, n'a même pas dû être amené hier par les modérateurs. Ouais, c'est ça. C'est même pas d'enjeu, là. Mais ce qui est drôle, c'est pour elle, c'est comme son premier sujet. Ouais, mais c'est des malades mentales, là. C'est des malades mentales qui sont dans les médias qui ne devraient pas être là. C'est des blogueurs qui shapent les enjeux, qui brainwash le monde. Exact. C'est ça, la réalité, là. Moi, je connais... c'est parce que nous autres, ce qui se raconte ici, là, par rapport à tout, là, je veux dire, oui, c'est ça. C'est pas la vraie vie, ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Non, c'est ça, là. C'est nous autres qui est comme déconnectés de tout ce qui arrive, là, à travers le monde. Les gens... Je pense toujours bien pas qu'au Moyen-Orient, il y a du monde en ce moment qui parle des changements climatiques. Non, ils s'en foutent. Non, exact. Tu penses toujours bien pas qu'en ce moment, même en Europe, ça peut être un sujet, l'automne s'en vient, le gaz n'est pas réglé. T'es là cet été, t'as vu qu'il n'y a même pas d'air climatisé dans les bâtisses nulle part. Tu penses toujours bien pas que c'est un des sujets en ce moment, peut-être dans la tête de quelques politiciens, mais pas plus que ça. Il y a une folie complètement débile. Il y a une distorsion Québec dans sur les histoires de changement climatique. On est à part, là. Mais ça, c'est parfait parce que dans nos histoires. La trade est en train de s'effondrer. Il double down là-dessus. Il pousse ça encore plus dans la gorge des gens. Les gens sont tannés. Je pense que ça va se manifester dans un backlash électoral qui va commencer ici avec Poilievre. Écoute, on est rendu là, tu vois, il est rendu à 50% en Ontario. Je pense qu'il a atteint presque 43-44 au Canada. Ça va être un massacre électoral, là. Puis je pense qu'une bonne partie de cette montée-là s'explique par le fait que les Canadiens sont tannés de ces estis de folie woke-là, puis de pousser toujours des enjeux dans la gorge du monde que les gens, pour eux, c'est secondaire et c'est lointain, là. C'est lointain dans leur liste de préoccupations. Mais quand vous allez comprendre ça? Mais c'est loin comme ça se peut pas. D'ailleurs, pendant la soirée, CNN avait ces genres de sondages en temps réel, là. Et Trump a gagné en économie. Donc, il est parti avec en avance de quasiment 20 points sur Harris au début. Et dans la soirée, il a comme gagné même 2 à 3 points. J'ai l'impression, je n'ai pas vu sur les autres sujets, que ce soit toute la politique internationale, puis les histoires de guerre ou encore l'immigration. Mais tu sais, c'est les 3 points, là. C'est pour ça que les changements climatiques pour la dame de la presse, c'est plate, là. Mais sur ces 3 points-là, là, où il a été le meilleur, là, puis qui semblent être les 3 points les plus importants. Ça, une fois que tu as fait ce statement-là, puis que tu as gagné cette game-là hier, excuse-moi, avec les trends que je vois d'à peu près 2 semaines dans l'élection, je pense que les carottes sont pas mal cuites pour les démocrates si c'est ça qu'on voit. Là. Les messages que Trump a passés hier, nonobstant les faces, les répliques, les Legos, enlevez vos émotions. Là. Les messages que Trump a passés hier, c'est que la frontière va être fermée,
la guerre en Ukraine va être terminée avant même que je sois inauguré, puis il va y avoir une baisse d'impôts. Il va y avoir des tax cuts. C'est ça, là. C'est ça, les enjeux. Donc, les gens qui struggle actuellement économiquement disent, OK, donc là, je vais avoir... l'économie pourrait peut-être revenir comme elle était sous Trump, avec ses bons et ses mauvais côtés, comme j'ai dit, là, toute l'histoire de tarifs, tout ça, moi, je pense que c'est des estis de folie. Puis ça va être... Puis moi, je pense que je suis pas très bullish sur la bourse, même si Trump revient. Puis en passant sur l'économie, là, il y a personne qui parle de ça, mais les deux candidats, peu importe quel candidat est élu président, les États-Unis d'Amérique sont dans une trajectoire fiscale qui est budgétaire, qui est insoutenable. Oui. Il y a un déficit structurel, je pense, genre de presque 20%. Là. C'est complètement débile mental, là, où les États-Unis s'en vont. Là. Les entitlements sociaux sont genre insolvables dans une dizaine d'années. Là. Donc, il faudrait peut-être adresser cette question-là. Puis il n'y a comme pas de middle, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de troisième voie possible. Là. Les deux administrations potentielles amènent les États-Unis dans le trou, à moins qu'il y ait une croissance économique fulgurante, non anticipée dans les 10 prochaines années, ce qui ne devrait pas arriver. Là. Est-ce qu'il va y avoir un autre débat? Parce que là, il y a je vois que dans le camp de Harris, on se dit, ben écoute, t'es capable de faire des débats contre Trump, t'es capable même de gagner contre Trump. Ça veut dire qu'on va prendre d'autres débats. Est-ce qu'il va y avoir d'autres débats d'ici l'élection ou c'est la seule patente qu'on va avoir? Ben, normalement, ils devraient. Tu sais, je pense que c'est parce que c'est sûr que si t'enlèves, là, ils vont dire il y en a déjà eu un, ils vont vouloir effacer l'autre. Moi, je pense que normalement, eux, ils devraient pas vouloir. Les démocrates stratégiquement, ne devraient pas en vouloir un autre. Là. Je pense que les républicains doivent pousser pour avoir un autre débat, pour renfoncer le clou un peu plus sur les enjeux qu'on a dit tantôt. Parce que là, on a vu, en fait, je pense que on a vu qu'elle s'est pas effondrée. Fait que là, ça va enlever le narratif de elle est complètement incompétente. Puis ça, je veux dire, ça n'a jamais été bon. C'est toujours quand tu mets les attentes très basses envers un candidat ou une candidate, c'est jamais bon. Mais même Biden, tu sais, Biden, on sait que c'est un mort-vivant, mais dans un contexte de débat de même, où c'est quand même assez facile de préparer quelqu'un parce que tu as plein de way out. Comme tu dis, d'abord, on connaît les questions. Là, je veux dire, pas besoin d'avoir la liste des questions. Tu sais exactement vers quoi ils vont s'en aller. Puis après ça, ben, si ton plan, c'est de toujours t'en aller à des endroits précis puis de ne pas répondre aux questions. Puis c'est quand même assez facile à établir. Mais j'ai quand même trouvé que, tu sais, je dirais, les intangibles. Moi, d'abord, je vais te donner un exemple. Ma blonde écoutait un film ailleurs. Puis, à un moment donné, elle me dit j'ai fini mon film. Elle dit viens donc écouter le débat dans le lit avec moi. J'ai dit OK, parfait. Là, elle écoute, puis au début, elle dit, puis tu sais, ma blonde, c'est pas une pro. Elle voterait pour Trump, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va se mettre une carte rouge à la tête. Là, là elle dit mais pas endurable. Elle dit, c'est donc bien énervant, sa voix, c'est donc bien. Elle dit, ça me fait penser à The Nanny. Il y avait une série là, dans les années 2000 de Nanny. L'actrice, c'est Fran Drescher. Oui, c'est ça. Elle parle pareil. Puis après ça, ben, c'est un peu ce que je disais dans l'ouverture. C'est que, puis moi, j'ai vu ça beaucoup dans le domaine de la radio, puis j'ai essayé de corriger ça de beaucoup de monde. Quand tu apprends des textes, il manque le côté où ce que le monde parle pareil, où tu connectes avec les gens. Mais je comprends que c'est dur. Ça, là, j'ai pas senti ça. Peut-être que pour quelqu'un qui analyse la politique, le gagner haut la main, moi, écrire ça pour une page Journal de Montréal, mais ces intangibles-là, je les ai pas trouvés. Tu sais, j'ai pas trouvé sympathiques. Tandis que Trump, qui n'est pas toujours un gars sympathique, hier, il nous a fait rire une couple de fois. Écoute, quand il a dit Biden n'est pas capable de la sentir, moi, je trouvais ça drôle. Ouais, mais ça, c'est un peu des niaiseries. Là. Genre, tu sais, c'est toujours des jugements comme subjectifs. Comme quand il avait dit à Biden que les troupes américaines n'aiment pas. Ben, c'était quand même le président. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire, ces affaires-là. Là. Ouais, mais on sait que c'est même pas vrai. Mais c'est un peu pour mettre de l'humour puis déstabiliser l'autre. Là, en fait, ce qui a été drôle, ça m'a amené, c'est quand il a dit « I'm speaking ». Tu te souviens de cette ligne-là? Parce qu'elle avait dit ça dans son débat de vice-président. Il a été très sharp, le bonhomme. Honnêtement, il y a un instinct de debater qui est bien meilleur qu'avant. Puis ce que tu as dit là, en fait, moi, je l'ai entendu de plusieurs femmes aussi qui sont pas nécessairement des républicaines, mais elle est effectivement difficile à elle est pas très sympathique là, comme femme. Oui, parce que c'est sûr que dans le fond, elle c'est qui l'aime, Kamala? C'est le managerial class, la classe laptop qui était contente d'être confinée au chalet à Saint-Sauveur, qui des jobs chez EY. Eux autres, ils trouvent qu'elle utilise bien des beaux mots puis qu'elle se bat contre le patriarcat. Là. Mais en réalité, si elle tombe ses nerfs de bien du monde, y compris bien des femmes. Fait que, alors que l'autre Papy Trump et l'autre bord, le bonhomme orange est là.
il est bien chill, puis il a passé les 2 derniers mois d'un podcast à se promener. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est vrai que ce qu'elle disait, tu voyais clairement, des fois, c'était des liners qui étaient préparés. Puis, tu sais, la pose avec la main sur le menton, c'était clairement fait pour prendre un frame qu'elle regarde Trump avec dédain, là. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'elle a dit qui n'étaient pas authentiques, qui transparaissaient. Alors que Trump, même dans ses erreurs, ça a l'air authentique. Fait que je pense qu'au final, c'est pas tellement. L'histoire du chien ou des chats, là, je sais pas trop. Là. Moi, je serais pas allé là parce que c'est vrai que l'histoire existe. OK, mais j'ai vu une vidéo, on le voit la madame avec les polices puis la caméra sur le devant du policier, puis on voit toute l'histoire. Puis on en a lu aussi, là, il y en a des histoires qui ont sorti. Mais tu sais, les autorités, ils veulent pas. Et moi, j'avais lu, CBS a fait une nouvelle là-dessus. Les autres, même le Monde, la ville, disait, mais CBS, si vous trouvez que les gens, ce qu'ils vous racontent à la mairie ou au bureau du comté, que c'est pas arrivé, bien voici nos vidéos. D'autres, c'est vraiment arrivé pour vrai. Mais on sait qu'une fois que, tant que tu n'as pas établi quelque chose pour vrai, si on n'aime pas que ça soit servi contre nous autres dans un dossier X dans lequel on est impliqué, faut pas que ça serve de l'autre bord non plus. Donc ça, là-dessus, c'est parce que cette affaire-là, vraiment, c'est très drôle. Trump tweetait des memes de AI, de lui avec des chats dans Air Force One. La game Internet, ils l'ont totalement compris. Là. Alors que Harris, c'est un peu maladroit. Là. La sandwich avec un chat dedans, le poêlon avec un chat dedans. Non, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, le message sous-jacent là-dedans, c'est qu'il y a des millions d'immigrants qui arrivent, qui envahissent vos villes, puis qui vont manger vos chats. Fait que là, imagine, genre, Maureen, dans le fond de l'Ohio, fait que là, oh my God, John, did you hear that? Oui, c'est comme c'est assez malade comme affirmation, mais au final, c'est anecdotique comme histoire. C'est comme l'histoire des avortements. En fait, c'est la même chose que, tu sais, quand il parlait d'avortement post-naissance, là. Ça, ça a été discuté maintes et maintes fois que oui, c'était techniquement possible, puis c'est peut-être arrivé à quelques occasions, mais c'est pas des enjeux, ces affaires-là. Donc, tu sais, que Trump saute sur des anecdotes comme ça dans un prime time aussi important qu'un débat présidentiel, tu sais, c'est des moments cruciaux, qui sont perdus, puis tu donnes des munitions à tes opposants pour te discréditer avec des choses qui sont un peu fringe, là, tu sais, c'est peut-être arrivé, puis si c'est arrivé, je vous dis, oui, c'est grave, mais je veux dire, c'est pas dans tous les quartiers de l'Amérique, là, que les chats se font dévorer par des immigrants, là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, sur l'avortement, j'ai trouvé qu'il a été jusque-là, parce qu'il y a l'histoire qui est arrivée au Minnesota. Là, il y aurait à peu près 24 cas de patentes qui sont arrivés avec puis ça a été, après ça, retenu, cette information-là, par une loi qui ont passé pour dire ces lois-là, on les veut plus. Mais effectivement, c'est dur encore à prouver. Mais il a utilisé ça pour les amener, pareil, à dire est-ce que tu veux un avortement à 7, 8 ou 9 mois? Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un pro-choix. Là, ça fait partie de ça fait partie de moi, là, la liberté, puis tous les choix, puis tout ça. Sauf que, tu sais, l'avortement, c'est pas quelque chose de fun, mais si on veut parler de ça, moi, si tu me dis, c'est l'avortement, puis ouais, donc, on y va all the way, ben à 8 mois, j'ai un problème. J'ai peut-être pas de problème à 18 semaines, mais à 8 mois, j'ai une crise de problème. Donc, il savait qu'il allait être amené dans le coin encore avec l'avortement, malgré son stand qui est parfait, là, la manière qu'il s'est placé. Mais j'ai trouvé qu'à la fin, ça s'est reviré contre eux, finalement, parce qu'il y avait l'air à des radicaux qui sont prêts à donner le droit à l'avortement à 8 mois. Donc, ça a comme mal fini pour Harris et les démocrates, j'ai trouvé. Parce qu'au début, je me suis dit, non, pas le fucking avortement encore, je vois le faire. Non, c'est ça. Non, puis c'est un enjeu qui est beaucoup plus touché que les gens pensent. Tu sais, parce que ça a été poussé comme la position par défaut des gens modernes, là, qui sont pas des conservateurs attardés du fond de West Virginia, c'est d'être totalement pro-avortement. Tu sais, c'est la capacité de la femme de contrôler son propre corps, etc. Moi, je suis exactement au même endroit que toi. Je veux dire, oui, je suis pro-avortement, mais j'ai des problèmes j'ai un problème moral avec l'avortement tardif. Là. Ça, c'est un tout autre débat. Puis je pense que Trump, il l'a quand même bien articulé sur la fin en retournant, comme tu dis, le fardeau sur le côté de Harris. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, dans le fond. Là. C'est ça. Alors que lui, il dit, ben, regarde, moi, je mets la ligne là. Puis, en fait, je pense que c'est une position qui est vraiment beaucoup plus populaire qu'on pense. Puis même au Québec, là, rappelle-toi quand la CAQ essayait de spinner des affaires sur l'avortement sur du M, puis qu'au final, tu te rends compte que les boomers de la CAQ, c'est quoi la position sur l'avortement, tu penses, de la majorité des boomers au Québec? Je pense que c'est 50% contre. Exact, c'est ça. C'est ça. C'est pas 80-20, là. Non, exact.
Hey, Joe, on s'en reparle tantôt parce qu'on va faire ton bout à toi. Là. C'était le Damn Yankee aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Damn Yankees podcast at Radio Pirate, yeah. Damn Yankees podcast at Radio... I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Hey, avant tu commences ton boursicotage, vu que ça parle d'entreprise, les gens qui sont... Vous savez que notre clientèle est quasiment à moitié à Montréal, donc je veux vous saluer, donc grande région de Montréal. Ça brasse en Christie à Montréal. Tu sais, les histoires qu'on a de Gun à Québec avec Sarto-Lacroix, puis toute son entreprise, puis des gens qui se font tirer. Il y en a un qui se fait tirer samedi dans son pick-up avec sa blonde. C'est les gangs de rue qui sont en train de prendre le contrôle des Hells. Donc, il y a des gangs de rue. Et les gangs de rue, il y a du crime en joie le vert. Il y a un gars dans la prison de Donnacona. Je pense que c'est un Algérien. Me semble. Et le gars gère à partir de la prison de Donnacona un réseau d'à peu près 200-300 kids, les kids, là, des gars de 20 ans, 19, 20 ans, 21 ans, 22, avec WhatsApp. Et ces gars-là sont dans un genre de channel, puis lui, il donne des contrats. Et les contrats, en ce moment, ce sont des rançons. Et avant, ça visait... Au début, c'était le plus facile, c'était les bars. Après ça, c'est devenu les restaurants. Donc, là, en ce moment, dans les restaurants à Montréal, il y a des jeunes qui arrivent puis ils disent « Tu me donnes 20 000 puis je te crisse la paix. » Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est la vieille technique de la mafia. Ouais. La protection qu'ils appellent. Ouais, sauf que la mafia... En tout cas, de ce que je comprends, ils sont beaucoup... Et là, en ce moment, la police de Montréal... Mais je ne dis pas que c'est la mafia. Je te dis que c'est la technique Non, de la c'est pas la mafia. C'est vraiment les gangs de rue. Non, mais c'est la technique. Oui, sauf que la mafia, il y avait d'autres choses. C'était relié d'une manière un peu à la mafia, tu comprends? Tandis que là, c'est au hasard. Ça n'a pas de rapport. Tu sais, avant, c'était les bars où il y avait de la drogue, où la mafia avait déjà des liens, ou encore c'était une gang rivale qui était là. Mais là, ça n'a pas rapport. Même du monde qui n'ont pas de lien avec le crime organisé. 0, 0, 0, 0, 0. Là. Si tu ne me donnes pas d'argent, on va te crisser le feu dans la bâtisse ou on va te donner une claque sur la gueule. Les coups de feu et le pire, c'est qu'il y aurait un deal entre la police et les médias pour taire le sujet parce que la police ne veut pas que les gens aient peur. Puis que donc, il y a un genre d'entente entre les médias pour tenir le sujet complètement. Et ils savent beaucoup de choses en passant. Et là, ça va ailleurs. Là, ça va ailleurs. Là, c'est OK, parfait. Je sais que tu es riche. Tu joues au millionnaire, parfait. Tu as 5 concessionnaires auto à Montréal. Le gars se promène avec son gros Land Rover couleur mât, je sais pas trop quoi. Il arrive d'une place avec ses lunettes Gucci, la patente. Il sort d'une place, il y a un gars qui arrive avec un gun dans le côté. La call, il était faite du gars à Donnacona. Oui. Tu t'envoies voir tel gars, il vaut tel genre de millions. Tu lui mets un gun sur la tempe, puis tu lui dis que s'il ne donne pas 50 000 d'ici samedi, on fait sauter des affaires dans ses business. Et là, une fois que le gars ne paye pas la rançon, là, il y a un autre patente qui part sur le channel à partir de Donnacona. Le gars va dire « J'ai 2500 personnes, j'ai 2500 piastres à celui qui fait sauter 5 chars dans tel concessionnaire cette nuit. » Il y a 200-300 gars qui veulent le faire, le contrat. Là. Ben oui. Ben oui. Et les chars sautent. Là.
ça brasse à tabarnache. Puis les Hells n'ont pas de relève. Les Hells sont en train de passer au cash avec cette gang-là. Là. Ils sont en train de se faire bouffer le lunch comme ça se peut pas. Là. Ils sont en train de disparaître. Ça brasse. Regarde, je sais que c'est pas du boursicotage, mais voilà, regarde, c'était la patente que j'avais comme info entre les mains. Je voulais vous la donner. Si jamais vous avez de l'info de votre bord, regarde, fidez-moi, je veux savoir un peu ce que vous savez de votre côté. Qu'est-ce qu'on a dans le boursicotage, Jerry? Juste pour finir ce que tu viens de dire, et tu as parfaitement raison, si ça s'ébruite beaucoup, le monde en général, il ne voudra plus sortir. C'est ça l'histoire. Là. Exact. Mais dans les pays où ça brasse, là, rendu à 7 h du soir, il n'y a plus personne dans les rues. À Acapulco, il n'y a pas grand monde dans les rues. Non, c'est tranquille. Soudainement, c'est tranquille. Une des villes les plus violentes au monde. Oh oui, ça, c'est pas très, très bon pour... en passant pour l'économie en général. Le monde a peur. Ben pourquoi j'en parle? M'a dit pourquoi j'en parle. C'est parce que je sais qu'on a eu la mafia à Montréal. Je sais qu'on a eu Hells Angels. Je sais qu'on a eu Rock Machine. On a eu toutes sortes de dérivés de tous les gars de Bessic. Il y a toujours eu des... Mais il y a quoi pareil qui arrive au Québec qu'on voyait des villes américaines, de Chicago, qu'on voyait de Toronto, puis on pensait qu'on était un peu isolés de ça. Nous, on est du bon monde, le tissu social est bon, on est contre les armes, etc., etc. Mais là, puis je vous dirais que ça arrive, ça fait partie de l'équation de l'immigration, en passant. C'est ça. Là, tu as des têtes brûlées de 20 ans, 25 ans, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour 2000$. Avant ça, ils voulaient vendre de la drogue, il y avait des prostituées, il y avait un système. Là, c'est des motés, des têtes brûlées qui sont au service, en fin de compte, des caïds. Là. En tout cas, si vous êtes un gars d'affaires à Montréal, vous avez de l'argent. Don't show the money, OK? Montrez pas que vous êtes si riche. Ouais, c'est ça. Jouez la game la plus low profile possible. Puis, sérieusement, prenez-vous un garde du corps avec un gun. Parce que ça brasse en crise. C'est l'enfer. Qu'est-ce qu'on a dans le boursicotage, Jerry? Le pétrole. Qu'est-ce qui arrive avec le pétrole? Le pétrole. Ben, hier, il a closé. Aujourd'hui, il prend un petit peu, il prend une pièce. Mais hier, il a closé quand même à 65 $ et 75 sous pour un baril de pétrole. Ça, il faut retourner en mars 2023. Même, il faut retourner. Mars 2023, ça fait quand même 18 mois. Là. On n'a pas vu le baril de pétrole aussi bas. Et le Brent... lui, il est en bas de 60. Lui, il est à son niveau de 2021. Comment capoté, là? Donc, qu'est-ce qui se passe avec le pétrole présentement? Juste vous dire qu'il n'y a pas longtemps, les experts québécois nous disaient que pendant l'été et au début de l'automne, le litre d'essence serait à 2 $. C'est le contraire. Y a-tu dans un sujet où sont experts pour vrai? Y a-tu une place? Non. C'est... Tu sais, le pétrole, il y a plein de choses. Il y a de la géopolitique, t'as l'OPEP, t'as les gouvernements là-dedans, puis t'as justement l'économie. En ce moment, le problème, il est là. Pourquoi le pétrole baisse? Bien, c'est le rapport de l'OPEP. Parce qu'il y a eu 2 rapports. Il y a eu le premier rapport, l'OPEP, les bizarres. La gang des bizarres, ils ont dit... Les autres, ils ont une prévision de consommation de pétrole. T'sais, ils font des prévisions pour la fin de 2024, pour 2025. Donc, les autres, ils disent qu'ils ont revu à la baisse la consommation de pétrole. Après ça, l'Agence de l'énergie américaine, eux autres aussi ont sorti un genre de rapport et ils disent à peu près la même affaire que l'OPEP. Et là, China, la Chine, baisse de demande pour le kérosène. Pétrole. Les avions. C'est ça. Mais voilà, aviation. Donc, l'économie est un petit peu plus morose en Chine. La demande pour le kérosène a baissé. Donc, c'est plein de petits d'indicateurs, plus les rapports, plus ci, plus ça. Ça fait que le pétrole baisse. La raison en ce moment, c'est ça. Il peut y avoir une nouvelle raison dans une semaine. Mais la raison aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a 23 ans, le prix du pétrole, le prix du baril montait, là. Oui, il y a 23 ans. Oui. Oui. C'était le 11 septembre. C'est ça. La panique était poignée. Ben oui. Puis, est-ce que c'est le temps de fouiner peut-être, tu sais, un genre de ETF relié au prix du pétrole? Puis on sait que le pétrole, c'est cyclique. En ce moment, si on ramasse un ETF pétrolier,
qui a baissé. Ils ont tous baissé, c'est sûr, parce qu'ils sont reliés au prix du pétrole. Donc là, tu dis, c'est intéressant. Ben, mais je suis tombé sur quelque chose. Ben, parce que à Toronto, parce que le pétrole, là, en ce moment, il baisse, mais il y a eu une belle ride, il y a eu une pas pire ride avant. Mais je suis tombé sur le palmarès du TSX 30. La bourse de Toronto, TSX 30. Ça veut dire quoi? C'est les 30 sociétés les plus performantes à la bourse de Toronto depuis 3 ans. Là, je dis, là, je vais aller voir, tu sais, on bouche fouille, puis je taponne, puis je lis des affaires, puis... Là, je dis, OK, oui, il y a le top 30 des compagnies qui a eu beaucoup, beaucoup de performances. Tu sais, les meilleures performances boursières à la bourse de Toronto. Je vais aller voir, tu sais, je vais fouiller. OK, là, je vois Hammond Power. Hammond Power, ben, c'est de l'équipement pour l'hydroélectricité et de l'équipement pour, autrement dit, tout ce qui s'appelle énergie. Puis là, j'ai regardé le top 30. Ça a tout rapport à l'énergie. T'sais, exemple, TerraVest. C'est le point de... C'est l'histoire pour les 20 prochaines années, l'énergie, là. Ben, pour toujours, aussi. Voilà. Pour toujours. La bourse canadienne, on l'a la preuve là. La bourse canadienne, c'est une bourse énergétique. C'est aussi simple que ça. De quoi je vois, mettons, une compagnie comme TerraVest. Hey, TerraVest, ça valait 13$, c'est rendu à 95$. Là, je dis, c'est quoi ça, TerraVest? Je vais aller voir. C'est TVK à Toronto, le code. Ah, regardons, c'est de l'équipement pour les puits de pétrole. Ah, regardons. Après ça, je vais voir Bird Construction. Je dis, Bird Construction. Eux autres, ils construisent des maisons, c'est Bird Construction. Je connais pas. BAT à Toronto. Bird, je vais voir. Ah non, eux autres, ils font du forage, dynamitage, puis de la construction, puis des lignes électriques. OK, encore l'énergie. Après ça, je vais voir, mettons, Computer Modeling. Hein, OK, CMG à Toronto, une compagnie de logiciels. Ah, enfin, j'en ai trouvé une compagnie qui n'a pas rapport au pétrole. Ben non. Computer Modeling, c'est des logiciels pour gérer le pétrole qu'il y a sous terre. Ouais. À Toronto, tout a rapport au pétrole. C'est incroyable. C'est la bourse. C'est le pays le plus anti-pétrole et le plus green puis le plus capoté ses chars électriques au monde. Tout a rapport. Donc, si je prends les 3 dernières années... Mais sérieux, faut-tu être cave quand tu regardes ça? Non. Tu sais, les sujets qui sont jasés et qu'est-ce que nous sommes en vérité? On est des bébites à pétrole. Ben oui, pétrole et mines et ressources. Ben oui. Regarde, je vais dire, mettons, Philo Corp, une compagnie que je ne connaissais pas, je vais voir, c'est dans le top 30 du TSX. Philo Corporation, je vais voir. FIL à Toronto, je vais voir Philo. C'est quoi ton Philo Corporation? Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font. Philo Corporation, ils développent des mines au Canada, au Chili et en Argentine. Bien non. Encore des ressources. Ça n'arrête pas. Après ça, je vais voir Matter Corporation. Le stock a fait 190% depuis 3 ans. J'étais à barouette. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Matter Corporation. Équipement pétrolier et de gaz. Non, ça n'arrête pas, Jeff. Si ça marche, ça a rapport aux mines, au gaz, au pétrole. Mais tu réalises-tu la distorsion entre ce qu'on entend puis la réalité, ce que nous, on est? Faut-tu être complètement cave? Moi, je prends du... Moi, là, je connais rien à la bourse. Ben voyons. Non, mettons que je connais rien à la bourse. Je prends mon 10 000 $ puis je le mets dans le TSX 30. Je règle mon problème. Je viens de se terminer, là. On s'en reparle plus tard. Ah oui, bien Christophe, il y a du rendement? Il y a du rendement. By the way, des fois, on n'a pas beaucoup de rendement d'autres sites. Ouais. Investissement à Québec, c'est extraordinaire. Mais 2,6. Non, c'est affreux. Non, c'est Jeff, c'est une disgrâce. C'est une disgrâce, là. Ben oui. Un singe avec des blocs puis des chiffres aurait fait mieux. Là. Une vache avec un carré noir et blanc fait mieux. Oui, tu dis la vache, elle va lâcher une chiure dans le champ, mais sur tel carré. Prends le carré là. Tu as des chances de gagner plus dans ce carré-là, tu vas faire mieux. Ben oui. Tu vas faire mieux. Hey, Dollarama. Qu'est-ce qui arrive, Dollarama? Dolo. T'es toujours actionnaire? Ben oui. De l'eau pour les intimes. Dollarama. C'est les résultats du
trimestre qui vient de se terminer le 28 juillet. En ce moment, il prend quoi? 4 $? Il est à 130 Canadiens présentement. Yes! Parce que beaucoup de monde ont du dolo dans leur portefeuille sans le savoir. Moi, j'en ai. Oui, c'est ça. Bénéfice net de 285 millions. Juste en passant, il y a un analyste chez Desjardins, M. Chris Lee, recommande Dollarama. Donc, c'est un bail pour M. Lee. Donc, lui, ses autres, c'est très, très clair chez Desjardins. Donc, regarde, bénéfice net pour le trimestre, 285 millions. C'était 245 millions le même trimestre l'année passée. Donc, c'est très, très bon. Puis, les ventes, on parle juste des ventes, c'est 7 de plus, 7,4 exactement ça. Les bébelles, les cossins, toutes les bébelles d'été. Tu sais, t'arrives au printemps, début été, les cossins pour l'été, là. Les bébelles, les pelles pour les enfants. Ils vont acheter des déchets. Ça, c'était ordinaire. Les bébelles d'été, c'était ordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. C'était ordinaire. Mais tout ce qui s'appelle produits de consommation courante, là, le reste, là, les savons, les bouteilles, les patentes, les guenilles, la bouffe, les canages, les patentes, les ramen, les affaires, les bébelles, ça, là, c'est en feu, en feu. Et il y a une affaire que le monde ne sait pas par rapport à de l'eau. Il y a plusieurs années, de l'eau a pris 10 % dans une compagnie sud-américaine qui font affaire, eux autres, en Colombie, au Salvador, au Guatemala. Ça s'appelle Dollar City. OK. À l'époque, ça fait pas longtemps de ça. Là, je vois de mémoire, là, je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans. Bon, peut-être 5. Dollarama avait pris une petite position dans cette compagnie-là. Justement, c'est un genre de Dollarama d'une manière, mais en Colombie. Le plus gros des magasins sont en Colombie. Après ça, il y en a Salvador, Guatemala. Là, l'affaire, c'est que Dollarama, je pense qu'il y a 2 ans, ils ont monté leur participation à 49,9 %. Oh, ils sont quasiment propriétaires. Là. Attends un peu. Là, ils ont remonté leur participation. OK, là, ils sont majoritaires. Oui, ils sont à 60 % dans le Dollar City. Mais le Dollar City, ils ouvrent des magasins tout le temps. Ils ont ouvert encore 10 magasins là. Ils sont rendus avec 532 magasins. Ils sont bien hot, ça. Monsieur Lee de Desjardins, il voit loin, lui. Imaginez un instant, là. T'as peu, là. Il y a quelque chose de très, très subtil dans la patente de Dollar City. Oui, Dollarama, on le connaît, la patente ici, là. Mais Dollar City vont ouvrir leur premier magasin à Mexico City. Mexico! Wow! Non, Mexico City, la mégapole de 20 millions de personnes. Mais là, tu rouvres, là, OK, je comprends, tu es en Colombie, il y a beaucoup de monde. Tu es en Guatemala, tu es au Salvador, il n'y a pas de monde. Mais là, ils vont rouvrir en 2026. Ils ont un plan d'ouvrir des magasins. Puis le premier va se rouvrir en 2026 à Mexico City. Vive Dollarama! On ne peut pas faire de recommandations d'achat. Monsieur Lee, lui, peut en faire. Parce que lui travaille. Lui, c'est un analyste chez Desjardins. Lui, peut en faire. On va se fier à Monsieur Lee. Dollarama, là, c'est un bail. Puis si vous êtes jeune, là, j'ai 30 ans, là, ben, faire dormir on ne fait pas de recommandation d'achat, c'est M. Lee qui en fait. Faire dormir un 2-3 000 dans de l'eau pour le moyen long terme. T'as peu, là. Il rouvre Mexico dans quoi, 1 an et demi. Est-ce que tu penses que s'il y a une expansion américaine, est-ce que Dollarama lance Dollarama ou il lance Dollar City? Parce que... Dollar City. Est-ce que tu penses que Dollar City, avec le fait qu'ils sont maintenant propriétaires, va ressembler de plus en plus à un Dollarama? Ben moi, je t'en suis convaincu. Je vais te dire pourquoi je pense que s'ils s'en vont aux États, ça va être Dollar City. À cause que déjà, ce brand-là est connu par les gens d'Amérique du Sud. Et la moitié de la population américaine sera bientôt latino. Voilà. Donc, eux autres, c'est connu dans leur tête. Ouais. Pour la plupart. Vous voyez la patente, là? Oui. Ben oui, j'aime ça. Ben, j'ai quasiment le goût de
Je suis pogné dans une coupe de cage à homard, là, mais si j'étais pas pogné, je te ferais un Christine Move. Là. J'en remettrais là. Moi, je suis un des meilleurs clients de Dollarama. J'espère ça, je sais. Je vais quasiment tous les jours. Oui, là, t'exagères. Non, moi, j'aime ça. Ah oui, je sais que t'aimes ça. Je sais que t'aimes ça. Ouais. J'ai des pièces dans mon char juste pour aller au Dollarama. Il n'y a plus rien de pièces. Hein. Mais ça fait un job. Ah non, ça fait un job. Rouleau compresseur. J'adore Dollarama. Ça taponne. Et que ça taponne. Le stock taponne. Plus de boursicotage dans la version Prime de Radio Pirate. Ah ouais, venez avec nous autres. Venez-vous-en. Ah ouais. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Drill, baby, drill. Hey, je te le disais en dehors avant qu'on commence le podcast, mais les histoires des villes, là, parce que là, il y a deux affaires aujourd'hui, Joe. Il y a la Ville de Québec qui vient d'annoncer, puis qui met ça sur le dos du gouvernement du Québec, le fait qu'ils vont faire passer les plaques d'immatriculation pour la taxe sur le transport en commun. Puis je sais que c'est même dû faire partout. Là. Mais eux autres, là, ils ont été obligés de mettre un montant parce que c'était avant le 15 septembre. Donc, c'est 30 $ que ça coûtait avant, qui était déjà un arnaque. Et là, on vient de monter ça à 90. Donc, vous avez deux voitures. C'est 120 $ net de plus qui s'ajoutent à toutes les histoires. Là, en plus, les évaluations en moyenne 25, 30. Moi, je viens d'avoir la mienne, 45 % d'augmentation. De plus. Oh non, mais le compte de taxe ne suivra pas l'évaluation. Ben oui, dernière fois, on a toujours un coup. Excuse-moi, là, ça va péter de partout. Là, à un moment donné, là, ça suffit. Hey, ils n'ont pas coupé une run d'autobus. Ils n'ont pas coupé un chauffeur. Ils n'ont pas coupé un directeur. Là, ils veulent payer un service de email à 5 000 $ par mois. Ils veulent... ils n'ont pas coupé rien. Ils n'ont rien coupé dans les patentes d'autobus. Ils ont pas... Tu sais, ils achètent des autobus à 1 million l'autobus parce que c'est électrique ou hybride. Là. Alors que les autobus diesel à 275 000, ils n'ont pas décidé, on va retourner vers les autobus traditionnels, on n'a plus d'argent. C'est toujours le payeur de taxes qui ramasse tout. Les emails, c'est sur les 10 000 par année. On s'en va vers l'Argentine, pas pire. Chris! Ouais, ben c'est ça, Hey. c'est les villes. On parle souvent des taxes et des impôts, là, puis mais tu sais, les taxes municipales, c'est incroyable, c'est une affaire de fou, là. Imaginez comment vous payez pour les services rendus. Tu sais, dans un quartier comme le tien, Jeff, t'es assez éloigné, je veux dire, t'as pas... Tu sais, imagine si vous mettiez ensemble pour le déneigement, les poubelles, je comprends que l'aqueduc, c'est à part, là, mais tu sais, tu dis, ouais, on... J'ai même pas les égouts en passant, là. Les égouts, j'ai une fosse. Ouais. C'est ça, exact. Fait que tu peux, tu sais, le calcul est facile à faire, que ça n'a pas de maudit bon sens. Ça. Les villes, c'est devenu des paliers de gouvernement qui attirent des petits roitelets comme justement des gars comme Marchand et des femmes comme Valérie Plante, qui veulent instrumentaliser ça pour pousser leur agenda idéologique. Puis ça s'inscrit dans, comme tu l'as dit, il y a toute la politique climatique de la Ville de Québec, ça coûte combien, ça? Il doit y avoir un directeur de ça, il doit y avoir des études, il y a des... Écoute, le tramway n'est même pas sûr de se faire, le financement n'est même pas attaché encore, le fédéral, le prochain premier ministre qui va gagner avec peut-être 230 sièges, dit qu'il n'y aura pas de financement, puis ils sont en train d'acheter des terrains pour exproprier le monde. Au moins que ça marche pas en tout, cette affaire-là. Non, ça marche pas. Mais, tu sais, il y a des fois, il y a des affaires qui arrivent que tu dis... bon, je vais prendre... Il y en a d'autres des exemples. Celui qui me vient en tête, là, c'est l'histoire des Kings de Los Angeles. Bon, ça a créé la CAQ à terre. Mais les Québécois sont bizarres. Au lieu de s'en aller vers un parti qui est complètement différent de la CAQ en disant « enough is enough », ils s'en vont dans un parti politique qui est probablement pire que la CAQ et le PQ. Ça, c'est un autre cheminement que je comprends pas. Mais à un moment donné, il va y avoir un pétage de câble quelque part. Tu sais, je veux dire...
ça va être peut-être tout le système politique qui va être en genre de reset. Il y a quelqu'un qui va arriver avec une scie mécanique puis qui va gagner de quoi? Là? Il va y avoir un genre de Bernard, comment ça s'appelle, là, Rambo Gauthier qui va arriver avec une scie mécanique dans les mains puis il va dire « Enough is enough. On a fini d'être les esclaves de cette machine-là. » Parce que c'est ça qu'on sent qu'on est. C'est démotivant. Tu as l'impression que tu ne travailles que pour eux. À chaque année, on en a, nous, de moins en moins pour nous se gâter. Tu sais, je parlais avec des restaurateurs cette semaine, le jour. Un restaurant qui a beaucoup de volume, lui, ses clients, même s'ils ont décidé de venir une fois de moins dans le mois, mettons qu'ils viennent 2-3 fois, ils ont coupé à 2. Bon, vu qu'il y a beaucoup de volume, ça y fait moins mal. Ça y fait mal, mais ça y fait moins mal. Donc, dans ces baisses, sont 15-20 %. Mais beaucoup de restaurateurs ont juste 1000 clients. Et le client, lui, venait 3 fois par semaine ou 5 fois par mois. Et là, il a coupé à 3 fois par mois. Ces restaurants-là, avec les augmentations de taxes, le 100 000 $, la bâtisse, et patentes de main, sont égorgés de même. Là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va péter un câble quelque part. Ça ne peut pas toffer, cette affaire-là, sans à taxer puis à saigner le cochon de même, là. Ben non, ben écoute, tu l'as dit, là, c'est toujours l'effet Ratchet, là, c'est toujours des déficits, c'est toujours, il n'y a pas de remise en question. Tu te rappelles-toi, j'avais donné l'exemple que la STM ici avait congédié 200 personnes du jour au lendemain quand le financement de Québec n'était pas certain pour les déficits. Puis ça avait pas, il disait, ça n'affectera pas aucun service. Mais c'est quoi, c'est une affirmation incroyable, ça, là? Oui, c'est incroyable. Pourquoi qu'on l'a pas fait avant? Imaginez tous les autres départements. Ouais. Donc, ça, c'est quand même assez démontré. Ce que tu dis, moi, je pense que ça fait le case pour avoir un leader politique de droite qui ne fait pas de compromis. Donc, moi, je pense que c'est la stratégie Millet, là. T'as absolument rien à gagner à essayer de te mettre dans le centre pour faire traverser quelques mots, puis au contraire, t'aliéner ta base qui, elle, peut grandir avec des positions bien affirmées, puis en affirmant haut et fort que le système ne fonctionne pas. Là. Le système ne fonctionne pas. Si vous pensez que le système fonctionne, c'est parce que vous êtes privilégié. Il y a pas de service. Les services ne sont pas à la hauteur de la contribution de la majorité des familles contribuables québécoises. Là. C'est une arnaque, c'est une fraude dans laquelle on vit. C'est vrai pour les villes, c'est vrai pour les services sociaux comme le régime d'assurance maladie, etc. Je veux dire, l'idée, les gens, tu sais, peut-être dorment mieux la nuit en pensant que, oui, je paye beaucoup d'impôts, mais on a un filet social puis on a des services. Non. La majorité de ce que vous payez, ça meurt dans la machine. Oui. Ça meurt dans la machine. Ben oui. Ça livre pas des services, là. Non, ça meurt dans la machine. Voyons. C'est une machine à créer des jobs, puis c'est juste ça qui des PowerPoint, des organigrammes, puis des retraites de lac à l'épaule, de diversité. C'est ça que ça fait. Ça détruit. C'est toute une classe managériale qui a été créée, qui crée aucune valeur. Au contraire, ça détruit du capital. C'est ça le cancer qui ronge le Québec. Je mangeais avec un propriétaire d'entreprise, puis tu sais, tout le monde a eu des grosses années pendant la COVID. Là. Ils ont mangé le bas première année, puis après ça, les gens ont comme perdu la tête. Subvention salariale. Subvention salariale, les gens ont perdu la tête. Il y avait des chèques qui rentraient pour faire grand-chose. Le monde voyageait pas. Ils étaient comme pognés chez eux. Ouais, je veux ça. Ouais, OK, mais il y a plein de monde qui le veulent. Au lieu d'être 100$, c'est 200$. Pas grave, je le prends pareil. Donc, tout le monde... Et là, ça s'est comme calmé. Là, les baisses, c'est quoi? Ça dépend des secteurs, 20, il y a du 25, il y a du 30 % dans certains secteurs. Puis il dit, nous autres, on avait pris beaucoup d'expansion, puis ça roulait. Puis là, ben, avec ce qui est arrivé, on a profité pour être plus lean et être plus efficace. On fait un méchant ménage, là. Et là, malgré une baisse d'à peu près 20 % dans leur industrie, ils sont plus profitables que jamais. Et comme tu dis, il n'y a rien qui paraît dans les opérations parce qu'ils se sont engrainnés. Est-ce que tu penses que les villes, que le RTC, que le service de transport à Montréal, est-ce que tu penses que Hydro-Québec, est-ce que tu penses que le gouvernement fédéral, est-ce que tu penses qu'ils font ça, eux autres? Jamais. Non, jamais. Puis on pourrait peut-être... Je vais te donner un chiffre, là, tu vas dire c'est fou, là, mais moi je pense qu'il y a 80 %. Tu pourrais éliminer 80 %. Là. Oui. Tu pourrais... en comptant ce que tu peux envoyer au privé, là. Mais tu sais, la Ville de Montréal, écoute, la Ville de Montréal. Regarde, juste un exemple, je te fais un pivot sur notre autre sujet. Investissement Québec, Jeff. Sais-tu combien il y a d'employés chez Investissement Québec? Non, j'ai pas d'idée combien il y en a. Combien il y en a? Il y a 1300 employés chez Investissement Québec. Wow. Et Investissement Québec a donné un rendement de 2,6 %. Juste pour vous dire, là, si vous n'êtes pas familier avec les rendements financiers des derniers mois, trimestres et années,
tu peux avoir un certificat de placement garanti pour 4% sur l'année à l'heure actuelle. Oui. Fait que pourquoi qu'on a 1300 personnes qui détruisent du capital dans des organismes comme ça, qui font juste choisir les gagnants et les perdants, puis qui font vivoter des hosties de compagnies qui fermeraient qui fermeraient peut-être autrement, là. Fait que c'est le cas avec Lyon, c'est le cas avec Taiga, pis toutes ces mardes-là. Est-ce qu'ils ont participé dans certains projets, des fois, qui ont marché? Oui, mais c'est probablement des projets qui auraient marché anyway parce que c'était des bonnes idées puis qu'il y avait un marché. Puis il y a le privé, le capital privé aurait été là pour soutenir ces compagnies-là. Tu sais, à quoi ça sert, ça? Je veux dire, c'est la mission de développement économique. C'est pas une mission de l'État, ça n'a pas rapport. Vous n'êtes pas capable d'allouer des ressources efficacement. Il n'y a pas les incitatifs. Liquidez-moi ce portefeuille-là. Puis si vous avez vraiment des gestionnaires qui sont bons, là, ben, privatisez-moi ça puis payez-les avec des bonus en relation avec les rendements. C'est la même affaire avec la caisse. Tu stacks les Rubbermaid dans l'entrée, puis tous ceux-là qui font pas un PNL positif, tu me crisses ça dehors. J'ai de la misère à saisir, mais avant, je me sens que c'était clair. Là, je voyais la différence entre la Caisse de dépôt et Investissement Québec. Là, j'ai de la misère à voir. Je trouve que c'est rendu nébuleux entre les deux. Ouais, c'est tout le léviathan financier qui sert à... Tout le bras financier qui sert à financer les lubies du gouvernement en place. Là. Oui, t'as un volet. La Caisse possède à peu près, je sais pas combien de centaines de milliards d'équité de des compagnies comme Microsoft et compagnie. Là. C'est drôle. Là, c'est drôle qu'on chie sur les géants des technos, mais ça paye quand même pas mal, les dividendes de ça payent quand même pas mal de rentes de retraités de l'État. Ben ça. Mais tu sais, le ménage qui serait fait là-dedans serait absolument incroyable. Là. Je veux dire, je fantasme de rentrer là-dedans et de clairer du monde. Là. Je sais que c'est pas dans tes sujets, mais j'imagine que tu as un take là-dessus. Toute la discussion sur Hydro-Québec, là, moi, je me suis pogné qu'une bonne femme hier. De voir que là, on veut faire jumper les entreprises québécoises. Là, on veut essayer de développer un paquet d'affaires parce qu'on est fourré. Là. OK, on veut des chars électriques, on a des projets industriels, on a des patentes de transport en commun, on veut enlever dans certaines bâtisses industrielles puis institutionnelles les tuyaux de gaz naturel pour remplacer ça par du chauffage électrique. On est fourré. Là. On a vendu trop aux Américains, pas assez cher. Ensuite de ça, on a probablement une mauvaise performance de nos barrages qui sont mal entretenus, etc., etc., etc. Donc là, le diable est pogné. Là, okay? Le diable est pogné. Tu regardes ça, ils ont l'air toute une gang de poules pas de tête. Mais une chose est sûre, quelqu'un va ramasser la facture. Et là, ils sont pognés avec le bloc patrimonial pour les résidences. Ils nous font croire que ça va être 3 % par année, pas plus. J'ai hâte de voir. Mais une chose est sûre, les entreprises, eux autres, vont passer au cash. Là. Puis, pendant ce temps-là, on se tourne de bord, puis on dit à Nordvolt, on va te faire un deal sur le courant. Puis en plus, on va te donner le fédéral puis le provincial, à peu près 7,3 milliards. On a déjà 440 millions de données à ça. Câlisse, qu'est-ce qui se passe avec les visionnaires, autant ceux qui ont l'idée Hydro-Québec que ceux qui sont ministres de l'énergie ou encore ministres de la super économie? Tabarnache, c'est quoi qui se passe? Ben écoute, il y a vraiment un enjeu là-dedans de... Ça va être remis en question, à un moment donné, l'histoire du bloc patrimonial, ben c'est pas soutenable, là, cette affaire-là. Là. Et, tu sais, remarque à quel point on est passé des surplus énergétiques énormes qui coûtaient des milliards par année à une pénurie d'électricité, d'aller jusqu'à demander au monde d'activer leur lave-vaisselle et leur sécheuse pendant la nuit. Là. Quand même un spread important là, dans l'espace de quoi, 5-6 ans? Là? Même pas. Ça, ce monde-là gère une des plus grosses utilities en Amérique du Nord, qui sont capables de passer d'un scénario A au scénario complètement catastrophe, l'autre bord, en l'espace de 4-5 ans. Là. Tu sais, ça dépasse l'entendement, cette affaire-là. Là. Puis quand tu parles d'un monstre qui est obèse, Hydro-Québec, c'en est un. Tout le monde, à partir du concierge jusqu'au président, ont des bonus sur une base annuelle basée sur pas vrai aucun métrique. Là, c'est toujours comme ça, c'est par définition. C'est de facto à chaque année, cette affaire-là. Là. Exact. Fait que, tu sais, la réalité, c'est qu'il y a trop de monde, ça coûte trop cher. Les incitatifs pour qu'il y ait une planification efficiente et sensée et rationnelle je te dirais, est biaisée par la variable politique, parce qu'il y a toujours une petite variable politique qu'on veut plus bâtir de barrage, on va mettre du solaire puis de l'éolien, alors on devrait... Ça, c'est un projet de société. Là. Moi, j'étais là, go Fitzgibbon, puis go Legault, on va en bâtir des barrages. Là. Oui, prenez toutes les rivières. La génération de mes grands-parents, puis on a bâti la baie James, c'est un choix conscient qui a été fait de développer le complexe hydroélectrique québécois. Ben, c'est du monde qui ont... Ça pourrait jamais être refait aujourd'hui, ça, Jeff. Là. Ça pourrait jamais être refait aujourd'hui.
Fait que arrêtez de niaiser avec des beaux discours, puis lancez-en des grands projets qui ont du sens, qui sont soutenables à long terme. Le gars des patrons, là, du patronat, là. Il m'a énervé cette semaine, Carl Blackburn. Là. Je pense que c'est un gars du lac, Carl. J'ai travaillé avec. Et Carl, des fois, il m'énerve parce que des fois, je trouve qu'il va du côté de la machine un peu trop. Puis je pensais que c'était, dans le fond de lui, un bon conservateur, mais des fois, il joue la game. Mais là, cette semaine, il est bon. Sur l'histoire d'Hydro-Québec, il dit, écoutez bien, là, dis-moi ce que j'entends dans le marché, voyez ce qui se passe. Les États américains sont sur le bord de produire du courant pour les entreprises et les projets, les gros projets, là, les affaires, les centres de données, les ci, les ça. Mm-hmm. Et ils vont être rendus moins chers que nous autres parce que, vous savez pourquoi? À cause du gaz de schiste, je vois le vert, à cause du gaz naturel et toute la patente. Donc, et leurs projets éoliens coûtent la moitié moins cher que les nôtres. Donc, c'est pas vrai que les entreprises vont venir au Québec pour venir chercher de l'électricité renouvelable green. Il dit on n'est plus si moins cher que ça, puis les entreprises ne viendront pas juste parce que c'est plus green au Québec. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, regarde, zéro vrai. Le meilleur exemple, tu as eu l'épisode, les miners Bitcoin, quand il y avait des surplus de 2-3 milliards par année, il y avait des projets de 500 millions à Bécomo, les compagnies étaient prêtes à investir du capital privé, mon gars, le cash, ça sortait de partout. Puis ils sont allés où, ces compagnies-là? Partout où il y a du gaz. Parce que le prix du gaz avait baissé, ils sont allés en Alberta, ils sont allés au Texas. D'ailleurs, il y a une tentative de takeover de Riot sur Bitfarms. C'est drôle, hein? Hydro-Québec disait que c'était une industrie dont l'avenir était incertaine. C'est pas Bitfarms, ça va à peu près 1 milliard en bourse. Je sais plus si ça a baissé, là. Puis c'est probablement une des compagnies qui a la plus grosse marge brute au Québec. Des compagnies cotées en bourse. Fait quand même, là, tu sais, ça veut dire, tu vois comment ces gens-là sont pas capables de planifier rien sur des longues périodes. Donc, puis ça, c'est vrai. Puis d'ailleurs, je pense qu'Hydro-Québec rachète des fois de l'électricité des États du Nord, dans lesquels elle vend pour réapprovisionner des clients que Hydro a ici au Québec. Exact. C'est une affaire de fou de même. Là, à gros tarif, là. Un très gros tarif. Exact. Parce que c'est ça, il n'y a pas les incitatifs. C'est ça que les gens, il faut se mettre dans la tête. C'est pas parce que les gens chez Hydro-Québec sont pas bons. Il y en a probablement des pas bons, puis il y en a probablement des bons. Il y a des bons ingénieurs, puis des bons monteurs de ligne. Vous êtes tous fins, vous travaillez fort, on vous aime tous. C'est pas ça le point. C'est que le système n'a pas les incitatifs pour créer des choses qui sont profitables et rentables à long terme. C'est que tout le monde est assis sur son cul, puis va être payé pareil, puis l'État est là en bout de ligne pour combler, ou le contribuable va payer la facture. Dans le privé, si ça fait pas un job, ben la compagnie fait faillite, ou tu te fais acheter, ou tu te fais crisser dehors. That's it. Fédéral, 45 % maintenant contre 25 pour les libéraux. Ça semble être une méchante volée. Ontario, 50 %. Il y a juste le Québec qui tire de la patte, là, comme d'habitude, avec les enragés du Bloc québécois, mais c'est un méchant raz de marée. Puis là, d'après moi, on va pouvoir voir le fond du Bloc québécois assez rapidement, parce qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose, il va y avoir un vote où ce que le Bloc aura à sauver le cul ou encore à partir une élection. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, cette affaire-là, parce que Yves-François Blanchette puis les bloquistes disent non, on n'est pas avec les libéraux. Mais là, ils vont être au bat pour vrai, là. Non, exact. Puis en fait, là, ce qui se passe, c'est drôle, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer avant. En fait, c'est la politique qui a pris le dessus, là. Jagmeet Singh a réalisé que c'était un politicien puis qu'il y avait des intérêts politiques. En fait, il vise l'opposition officielle, là. Il vise de dépasser les libéraux à gauche en disant « Ouais, vous nous avez vendu aux pétrolières, tout ça. » Puis dans ses intérêts à lui, je pense que c'est la bonne chose à faire. Il se rendait compte que l'association qu'il avait avec les libéraux, c'était toxique, ça faisait juste le faire couler, là. Et que là, il a mis le fardeau sur les épaules du Bloc. Donc là, le Bloc, comme tu dis, va avoir à prendre des décisions rapidement. Puis moi, je pense que c'est pas soutenable non plus pour le Bloc de défendre les libéraux, parce que c'est pas mal des ennemis jurés, là, cette affaire-là, là. C'est des ennemis jurés, puis c'est très profitable pour Pierre Poilievre de parler du Bloc libéral, alors que, parce que dans le temps, il y avait, avant que le NPD déchire l'entente, ce que les souverainistes, puis les bloquistes, puis les péquistes disaient, non, c'est pas le Bloc qui soutient le gouvernement, mais là, ça va être réellement le Bloc qui soutient le gouvernement. Fait qu'à moins que, je sais pas quel genre de concession, de toute façon, eux autres, les libéraux sont tellement désespérés qu'ils pourraient probablement, je sais pas quel genre de concession qu'ils pourraient faire, qui pourrait plaire au Bloc, là, genre donner complètement les pouvoirs en immigration, je sais pas, là. Mais bref, ça devrait être très gros, à mon avis, pour que ça comble
ce genre de compromis-là avec ton pire ennemi, tu sais, historique, là, quand même. Ben oui. Donc, mais moi, je pense que c'est pas soutenable, là, politiquement. Là. Ils vont devoir. Puis de toute façon, les sondages du Bloc sont relativement bons. Moi, je pense que le Bloc est plus bas. Je pense qu'il y a une partie des votes du Bloc qui sont parqués en attendant de voir parce que le monde veut le sortir Justin Trudeau. À partir du moment que dans la campagne au Québec, on va voir Pierre Poilievre, on va voir sa femme, on va voir des candidats qui sortent un peu partout, puis moi, j'entends des noms là, qui se positionnent. Je pense qu'il va y avoir plus de conservateurs élus au Québec qu'on pense. Je pense qu'il va y avoir des conservateurs sur l'île de Montréal. Il va y en avoir sur l'île de Laval aussi. Moi, je pense pas que le Bloc va scorer comme on pense. Là. Mon feeling, c'est que je pense que les appuis au Bloc sont là. Les chiffres qu'on a, c'est probablement vrai, mais je pense que les appuis sont plus... Le gars qui veut voter Bloc est beaucoup plus sur le bord de voter conservateur qu'on peut penser. Ben oui, mais c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que beaucoup dans les régions, moi je me rappelle, il y avait des... Ça m'avait frappé, il y avait un organisateur conservateur pour un des ministres de l'époque d'un député, qu'au provincial, il était péquiste. Donc, tu as des bleus, traditionnellement, au Québec, qui sont plus proches des conservateurs, puis ça avait été le cas avec Mulroney, puis ça remonte avant ça, là. Ça remonte avant ça. T'sais, l'Union nationale, c'était l'Union du Parti conservateur du Québec à l'époque. Les vieux péquistes, c'était tous des conservateurs. Ben exact. Ils sont plus... Parce que l'ennemi juré, c'était l'État centralisateur de Trudeau père, tu sais. Ben oui, c'est une genre de forme d'autonomie qu'il voulait, là. Il voulait avoir, le contrôle. Exact. Donc, le pas à franchir est beaucoup plus facile du Bloc aux conservateurs que, mettons, des libéraux conservateurs, là. Il y a quand même aussi une frange, c'était drôle, beaucoup de votes la gauche pro-liberté qui votait peut-être avec sa conscience NPD, qui vote conservateur maintenant, parce que la gauche est devenue, la droite est devenue le défenseur des droits et libertés, de la liberté de free speech, contre c'est maintenant la gauche autoritaire comme Trudeau qui défend, qui veut envoyer des tanks en Ukraine, puis qui veut qu'on se fasse vacciner à tous les trimestres, là. Fait que, c'est quand même un revirement de situation assez impressionnant, puis tu le vois dans les chiffres. Tu sais, les chiffres de Poilievre sont tellement solides. Là, je veux dire, la tendance, elle est lourde. Le massacre, là, puis en fait, un peu l'intrigue de Mark Carney. Ce gars-là, est-tu comme cave à temps plein? Là? C'est quoi le upside? Le gars est chez Brookfield Assets Management, gagne probablement 3-4 millions par année. Puis en plus, as-tu vu, Andrew Lawton, il a tweeté qu'en revenant de, je pense, Davos... Sa femme est en arrière. Lui, il était dans business class, puis la femme était en arrière en économie. C'est incroyable. Tu vois que c'est des hosties de cave à ce monde-là? Mais est-ce que Poilievre est capable de coller... Tu sais ce qu'il a collé, le libéral, le Bloc libéral, etc. Ici, il est bon pour mettre des étiquettes. Il reste juste une petite affaire pour que ça switch. Parce que en ce moment, là, les Albertains sont en train de passer au cash chez François Blanchette. Ils sont en train de le dépeindre comme étant le gars le plus extrême au Canada. Pire que Guilbeault, pire que Trudeau, pire que Steve, surtout pour le gaz, le pétrole, etc. Donc, mon lien avec le pétrole puis le gaz, si les Québécois font le lien que... Parce que beaucoup de gens de région, là, je le dis souvent, là, F-150 ou un Silverado dans le cours, le fifth wheel, le bateau, le ponton, le side-by-side, les vacances dans le sud à Cancun, ils font pas le lien entre le Bloc et le genre de... Ils sont pas bloqués, c'est pas une crise de minutes. Mais à un moment donné, il faut que quelqu'un leur fasse allumer que ça marche pas, leur affaire. Il y a un point tournant qu'ils n'ont pas saisi. Puis moi, je pense que Poilievre est capable de coller une patente de même si il s'y met. Parce que là, les Albertains sont en train de le faire, mais c'est pas en Alberta que ça va se passer. C'est ici. Je ne sais pas s'il y a un moyen pour lui de le faire. Penses-tu qu'il serait capable? Premièrement, Poilievre est capable de parler en français avec émotion et de manière convaincante. C'était le problème de Stephen Harper. Tu sais, Stephen Harper était un excellent premier ministre. Il y a eu des gains au Québec. Je pense qu'il avait à cœur le Québec. Il a appris le français, je pense, à Chicoutimi. À Jonquière, mais il n'était pas capable de parler avec émotion aux Québécois. Non. C'était toujours froid. un peu... c'était toujours froid. Ouais. C'était sa façon, je veux dire, c'est sa personnalité. Mais je pense que Poilievre, il est capable d'avoir un one-on-one. Puis tu le vois dans toutes les interventions, tu le vois dans les clips. Je veux dire, ça va parler aux Québécois, ça. Puis c'est vrai de dire, puis c'est vrai d'affirmer. Le Bloc d'aujourd'hui, c'est pas le Bloc de Lucien Bouchard, là. Enlevez-vous ça de la tête, puis de Jean Lapierre, là. C'est des gens de la gauche souvent radicale. Même chose avec le PQ, même chose avec QS. C'est des gens qui veulent modifier radicalement votre mode de vie, OK? Puis ils vont le faire de façon autoritaire et par décret, là. Ils vont pas vous demander la permission, là. C'est vrai de Justin Trudeau, puis c'est vrai du Bloc, puis le Bloc a soutenu Justin Trudeau
de nombreuses fois. Toute l'hystérie sanitaire, c'était la même affaire. Le Bloc demandait pire. Le PQ, c'était pareil. Ces gens-là ne sont... C'est vraiment... C'est le régime. Là. Le Bloc, c'est le régime. Actuellement, il faut faire tomber le régime. Oui. Qui est Trudeau, les médias, puis le Bloc, ben, c'est une des têtes c'est une des têtes de l'hydre, là. Voyons. OK, voilà pour Radio Pirate. On a un peu plus de Joe sur la version Prime de Radio Pirate, OK? Beaucoup de Joe aujourd'hui. Thank you, man. Très gentil, très apprécié. Très apprécié. Hey, merci, Jerry, aussi Yes, pour sir. le boursicotage. Et demain, on lance le Yes, week-end. sir. Ça fait du bien de décrocher un peu puis de parler de boisson un peu. Faut décrocher, c'est important. C'est bon pour l'esprit. Manger, boire, puis un peu de Prendre plaisir. l'air, se reposer. Un peu de chair. La belle vie. OK, on est parti. Les petits Sinon, on va oiseaux. dire des niaiseries. Salut, bye. Radiopirate.com. Radiopirate.com.